le dieu de la mer ému a créé et béni le pays de Héguk, habité par de charmantes sirènes. Cependant, de génération en génération, les rois Héguk naissent sans cœur. On ne peut vivre que 25 ans sans cœur. Si le roi ne parvient pas à conquérir le cœur de la jeune fille qu'il aime avant l'âge de 25 ans, il mourra. Il y a 1 an, un petit bateau avec 2 voiles blanches a jeté l'ancre dans un port tranquille. Le soleil peignait déjà les bords de l'horizon, et de petites vagues se brisaient contre les bords du bateau. Un homme aux cheveux gris, vêtu de vêtements traditionnels, avec de grosses perles autour du cou et un chapeau sur la tête, remarqua qu'il faisait déjà nuit. Il a dit à Sol qu'elle pouvait marcher lentement. Une jeune fille chaussée de sandales tressées monta prudemment sur la planche suspendue au-dessus de la mer. Le vent faisait flotter la robe et la tresse de la brune, qui se tenait incertaine au bord de la planche. Sol déglutit nerveusement. La fille regarda devant elle avec peur. La mer est si calme, mais quand on se tient devant elle, au seuil de la mort, elle semble menaçante. Les mains de la brune tremblaient et agrippaient nerveusement l'ourlet de sa robe. Le soleil s'est couché encore plus bas, peignant tout autour de couleurs dorées. Le vent s'est intensifié. Sol avait l'impression d'être au bord d'un précipice. Elle couvrit son visage avec ses mains, le son du tambour rendant la situation encore plus tendue. En prononçant les mots « Maman, sois en bonne santé », la fille fit un pas en avant. La planche craquait sous son pied. Faisant un autre pas, la brune se laissa tomber dans l'eau. Sol s'enfonçait de plus en plus profondément dans l'abîme. Les dernières bulles d'air s'échappèrent de sa bouche. Elle s'est rendue compte qu'elle étouffait. Un regard embrumé aperçut une ombre devant lui. La tache sombre approchait. La fille vit 2 yeux brillants comme des perles devant elle. La brune ne pouvait pas distinguer ce qui se trouvait devant elle. C'était difficile à voir, mais pour une raison quelconque, ce regard lui semblait triste. Sol tendit sa paume vers la créature. Il commença à envelopper sa main, se déplaçant plus loin sur son corps avec son essence, comme des vignes. La fille ouvrit les yeux avec surprise. Elle s'est rendue compte qu'il avait attrapé l'homme qui se noyait. Sol sourit à la gentille mignonne. Mais la créature lâcha la fille et s'éloigna à la nage. La brune, s'enfonçant encore plus profondément dans l'abîme, réalisa que maintenant c'était vraiment la fin. Alors qu'elle sombrait lentement dans l'oubli, Sol entendit une musique couler avec les paroles d'une chanson. Il disait que la voix qui murmurait à propos de l'amour était un doux mensonge. Les mains douces étaient une tentation des ténèbres. La mélodie disait à la fille de ne pas y croire. Même s'il est déchiré en morceaux, même si le cœur souffre et se bat pour toi. La conscience la quittait. Mais avant que ses yeux ne se ferment, elle vit un visage flou devant elle. Le jeune roi lisait un parchemin dans son palais, Baekkegung, lorsqu'un garde du corps s'est approché de lui. Monsieur Terrain lui a demandé s'il avait oublié que ce soir était la nuit de la consolidation. Le subordonné a répondu que non. Il a ensuite noté avec enthousiasme que le monsieur avait moins d'1 an à vivre sans cœur. Il a déploré ce que serait la situation à Baekkegung sans lui. Terran toucha son front avec résignation. Puis il leva soudain les yeux vers Fago et lui demanda s'il devait lui reparler de son impuissance. Il se frotta le menton pensivement et remarqua que le serviteur savait qu'il ne pouvait pas toucher une femme. Le parchemin tomba au sol et se déroula. Fago frissonna et s'inclina. Il s'est excusé et a dit qu'il était inquiet pour le monsieur. Alors il a pris la liberté. Sa Majesté, invoquant la fatigue, a renvoyé le garde du corps. Le gars s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie. Resté seul, Terran se prit la tête dans les mains. Le serviteur en a trop dit. Sa tête lui faisait mal, alors le monsieur a décidé de s'allonger un moment. Il se dirigea vers la chambre. En chemin, en claquant des doigts, le roi se retrouva instantanément au lit. Ses yeux se fermèrent immédiatement et il s'endormit. Les rois Baekkegung ont reçu la bénédiction du dieu Hamu et sont nés avec une variété de talents qui ne sont pas disponibles pour les gens ordinaires. Cependant, ils sont nés sans cœur. Et si les femmes qui les aimaient ne prennent pas leur cœur, ils auront 2 chemins. La mort ou la transformation dans les ténèbres. Le père de Terran a volé le cœur d'une femme et a survécu. Et la femme dont le cœur avait été pris maudit terriblement le prince à naître. Sa malédiction était qu'il ne pouvait pas avoir de contact avec les femmes. S'il touchait une femme, le lieu de contact serait défiguré et une attaque commencerait. Il y a eu des sias où le garçon était au bord de la vie ou de la mort. C'était une cruelle malédiction pour quelqu'un qui ne pouvait survivre que grâce au cœur d'une femme. C'est pourquoi le jeune homme a abandonné depuis longtemps et a chassé toutes les femmes du palais de Baekje. Et il ferma les portes du palais. Cependant, grâce à la magie, il vit l'image d'une fille flottante qui respirait à peine. Le gentleman a utilisé tout son pouvoir magique, essayant de voir qui elle était vraiment. Terran sentit une odeur familière dans son sommeil. Sa main serra involontairement le drap.
Il sentait quelque chose de si doux et de si gentil à côté de lui. Sa Majesté ne voulait pas se réveiller. Dans son sommeil, il entendit quelqu'un appeler sa mère. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Le roi vit avec horreur la jeune fille aux cheveux noirs dans ses bras. Pendant une seconde, il resta figé, perplexe. Puis il a soudainement sauté sur le côté. Avec l'aide de la magie, d'un seul mouvement de la main, il souleva la fille dans les airs. Soutenue par des ondes magiques, elle planait près de la fenêtre, non loin du lit, encore endormie. Le roi ne comprenait pas qui était cette fille et d'où elle venait dans sa chambre. Au début, il pensait que les domestiques l'avaient secrètement envoyée à nouveau vers lui. Pas étonnant que ce soit si calme ces derniers temps. Il m'a dit de ne plus faire ça. Mais alors Sa Majesté se souvint qu'il l'avait certainement non seulement touchée dans son sommeil, mais qu'il l'avait aussi serrée dans ses bras. En regardant ses mains, il n'a remarqué aucun changement ni dommage. Tahran fronça les sourcils, il ne comprenait pas pourquoi il allait bien. La brune qui planait cligna des yeux et ouvrit les yeux. Elle vit devant elle un homme inconnu aux longs cheveux blancs, qui était assis sur le lit. En regardant autour d'elle, la fille remarqua qu'elle flottait dans les airs. Effrayée, elle commença à agiter vigoureusement ses bras, mais cela ne l'a pas aidée à descendre. L'homme aux cheveux blancs lui demanda sévèrement qui elle était. Solu tourna la tête dans différentes directions. L'étranger devant elle lui semblait beau, mais elle se demandait où elle était. C'est peut-être ça l'au-delà. Le roi commençait clairement à s'irriter. Il demanda à nouveau plus fort qui elle était. La fille s'adonnait son nom. Tahran fit remarquer avec colère qu'il n'était pas intéressé par son nom. Sa Majesté a demandé qui l'avait envoyé cette fois-ci. Il m'a prévenu que la prochaine fois, les choses ne finiraient pas bien. L'homme lui a demandé si elle voulait vraiment mourir. La brune le fixait, ne comprenant pas de quoi il parlait. Elle a commencé à demander si c'était l'au-delà, tout en agitant les mains de manière comique. Le roi la regarda avec surprise et lui demanda à nouveau ce qu'il en était de l'au-delà. La fille, les yeux grands ouverts, expliqua qu'elle parlait d'un autre monde. Tahran serra le flux magique dans son poing, demandant de quel genre d'absurdité elle parlait. Il ordonna à nouveau de dire qui elle était. La magie serra la gorge de Sol. Elle a commencé à tousser. La fille lui a demandé d'attendre et a promis de tout lui dire quand il la laisserait partir. Le roi affaiblit le flux magique et la fille put prendre une profonde inspiration. Après avoir repris un peu son souffle, elle commença son récit. La brune a encore une fois donné son nom à Solu. En raison d'une maladie, elle a à peine vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. À cette époque, son père décède subitement et la situation de la famille commence à se détériorer rapidement. Son jeune frère et sa jeune sœur se sont souvent privés de nourriture pour pouvoir lui acheter des médicaments. La mère avait du mal à joindre les deux bouts et, finalement, elle s'est surmenée et est tombée malade. La jeune fille se sentait responsable de tous les malheurs de la famille. Cependant, elle a entendu dire que si elle se jetait à la mer et se sacrifiait, la famille recevrait 500 sacs de riz en guise de paiement. C'était la seule chose qu'elle pouvait faire pour la famille dans laquelle elle avait toujours été un fardeau. Alors elle s'est sacrifiée à la mer. La dernière chose dont elle se souvenait était de s'être noyée dans l'eau. Puis elle a demandé si elle était morte. Si elle s'est noyée dans la mer, alors ce doit être l'au-delà. Le roi regarda la jeune fille de côté. Elle a dit la vérité. Il a donc supposé qu'elle était une conteuse dans les foires. La fille s'est mise en colère. Elle a crié que c'était vrai. Et puis elle lui a demandé pourquoi il posait cette question s'il n'en croyait pas un mot. Le roi se tourna brusquement vers la porte et appela Fagot. Mais il n'entendit pas de réponse, alors il appela de nouveau le serviteur. La fille a demandé à la laisser partir. Mais l'homme a ignoré ses paroles. Elle ne comprenait pas pourquoi il ne faisait même pas semblant de l'écouter. Puis le bruit de la porte qui s'ouvrait se fit entendre, et le garde du corps de Fagot apparut sur le seuil. Le garçon s'inclina devant le monsieur et lui demanda s'il l'avait appelé. Le roi désigna la fille flottante et demanda si c'était son œuvre. Le garde du corps ne comprit pas immédiatement ce que le maître voulait dire jusqu'à ce que le roi lui indique une fois de plus dans quelle direction regarder. Le gars leva les yeux et fut très surpris. En bégayant un peu, il demanda pourquoi la fille était dans la chambre principale. Le roi lui demanda s'il n'était pas son garde du corps. Puis, tirant rapidement son épée du fourreau du côté du serviteur, il se déplaça à la vitesse de l'éclair pour placer la lame contre son cou. Tahran demanda avec colère. Si ce n'était pas son garde du corps, alors qui devrait le savoir? Le gars a baissé les yeux. Il s'est excusé et a répondu qu'il n'avait rien à dire. Il n'y avait définitivement rien de suspect hier soir. Le roi rigola simplement et qualifia la sécurité de négligente. Il a demandé au gars comment il pouvait être appelé son garde du corps après ça. Avec les mots « Tu seras le deuxième ». Le roi lança brusquement son épée vers la fille. L'arme était encastrée dans le mur juste au-dessus de son épaule.
Tout le corps de la brune tremblait, fixant avec peur la lame qui sortait de son oreille. Terran réfléchissait à la meilleure façon de la gérer. Il a suggéré de couper les bras et les jambes et de les jeter comme nourriture pour les poissons. Solu était encore plus horrifié. Le roi a pensé à la tuer. Il voulait laisser un avertissement ambigu à l'instigateur. Mais, regardant à nouveau ses mains qui touchèrent son corps, il suggéra que, juste au cas où, il pourrait commencer par observer. Sa Majesté a confié sa punition à son garde du corps, lui demandant d'enquêter et de faire un rapport. Terran ne voulait plus rester ici. Il se dirigea vers la porte. La fille essaya de dire quelque chose, mais le flux magique disparut avec le départ du roi, et elle ferma les yeux et s'envola. Mais les mains du garde du corps l'ont attrapée et l'ont empêchée de tomber. La jeune fille hoqueta de peur et, bégayant un peu, remercia son sauveur. Fago a déclaré que sa vie dépendait désormais de sa réponse. Elle doit donc répondre honnêtement. Tenant toujours Sola dans ses bras, le gars la regarda avec colère et lui ordonna de lui raconter tout, ce qui s'était passé sans dissimulation. Il a demandé à nouveau qui l'avait envoyé ici. La fille bégaya et demanda de quoi il parlait. Tout n'est pas ainsi. Quand elle ouvrit les yeux, elle était déjà là. En regardant de plus près, Fago vit qu'elle était humaine. La brune était surprise, bien sûr qu'elle était humaine. Le garde du corps l'a doucement remise sur ses pieds. La regardant toujours avec intérêt, il fut surpris de voir que maintenant des gens étaient secrètement amenés de la terre. Bien que, à en juger par son apparence misérable, elle n'ait clairement pas été envoyée pour séduire M. Terran. Peut-être qu'elle s'est retrouvée à Baekhyang par accident, mais il nous faut encore l'interroger à fond. Si elle a été kidnappée, la situation deviendra plus compliquée. Fago fronça les sourcils et lui demanda avec colère si elle considérait cet endroit comme une voie de passage, et lui ordonna de lui dire rapidement qui l'avait envoyé. Solu a essayé de prouver sa vérité, mais le gars l'a interrompu et, enfonçant son doigt dans le front de la fille, a dit qu'elle mentait à nouveau. La jeune fille devrait être extrêmement reconnaissante que M. Taeran lui ait épargné la vie. La brune a essayé de dire qu'ils avaient tort et qu'elle ne mentait pas. Mais elle a commencé à se sentir malade, et ses jambes ont cédé. Alors qu'elle s'évanouissait, elle parvint à penser que cette maudite maladie était réapparue. Fago a à peine réussi à la rattraper. Il ne savait pas quoi faire, alors il se dirigea vers les chambres occidentales. Frappant à la porte, il entra dans la chambre du maître. Le garde du corps s'est excusé d'avoir dérangé Sa Majesté. Terran demanda avec irritation ce qui s'était passé. Le gars fronça les sourcils. Il réalisa que le propriétaire était toujours de mauvaise humeur à cause de l'incident. Fago s'inclina et s'excusa pour la mauvaise nouvelle. Il a dit que c'était à propos de la fille de la chambre principale. Elle a soudainement perdu connaissance. Il n'a donc pas pu l'escorter hors du palais. L'œil du roi tressaillit nerveusement et il serra fermement le poing. Sa Majesté a demandé si cela signifiait que la jeune fille était toujours au palais. Le serviteur hésita, mais dit ensuite qu'il l'avait d'abord déplacée dans une chambre d'amis à l'autre bout du palais. Terran ordonna avec colère qu'elle soit expulsée. Mais le garde du corps a souligné qu'en plus des mauvaises rumeurs sur la sodomie, il y aurait également des rumeurs sur une fille inconsciente du palais. Le roi était indigné. Il ne se soucie pas des faux ragots et ordonne une fois de plus qu'elle soit chassée. Fago a remarqué que tout n'est pas si simple. Si on la démasque dans un état inconscient, alors tous les ragots des gens qui ne connaissent pas son secret seront pris au pied de la lettre et répandus partout. Il y aura alors des discussions fausses et insensées sur les capacités de Sa Majesté. Terran soupira impuissant et demanda que dans ce cas, tout soit traité tranquillement et sans conséquence. Le garde du corps s'inclina et dit qu'il allait immédiatement régler tout cela et faire un rapport. Après le départ de Fago, le roi examina à nouveau ses mains pour s'assurer qu'elles étaient intactes. Il ferma les yeux, réalisant à quel point tout était confus. Sa Majesté a donc décidé de prendre un bain pour se vider l'esprit. En entrant dans les toilettes, Terran s'est déshabillé et s'est immergé dans l'eau avec des pétales de rose. Il y avait de beaux poissons qui nagèrent dans les airs tout autour. Le monsieur pensait à quel point il n'avait pas de chance, car c'était la première fois qu'il dormait aussi bien. Il frappa avec colère son poing fermé sur le bord de la piscine. Tous les poissons se sont envolés dans les courants d'air. S'étant un peu calmé, le roi pensa que tout allait bien pour lui après tout. Peut-être a-t-il rêvé qu'il serrait une fille dans ses bras, mais il la serrait définitivement fort dans ses bras. Un tel contact n'aurait certainement pas donné lieu à une simple attaque. Même après tout ce temps, il va toujours bien. Pendant une seconde, il pensa que son cœur était... Le monsieur secoua la tête et essaya de repousser cette pensée. Ce n'est pas possible. Sa Majesté se leva brusquement de la piscine. À en juger par son indécision, il est vraiment à 2 doigts de la mort. Tandis que je carrelais les lavabos,
Le roi réfléchissait au fait que ce qui s'était passé n'était peut-être pas un malentendu. C'est peut-être sa dernière chance de gagner le cœur. Les serviteurs commencèrent à sécher le maître avec une serviette. Tayran réfléchit à la façon dont il avait agi d'une manière émotionnelle inhabituelle. Nous devons en savoir plus sur l'invité. Les serviteurs commencèrent à habiller le roi. Après s'être entièrement habillé, Sa Majesté partit à la recherche de la jeune fille, se souvenant en chemin où Fago l'avait emmenée. Solu se réveilla et s'assit sur son lit de fortune. Elle se prit la tête dans les mains, réalisant qu'elle s'était à nouveau évanouie. Fago est immédiatement apparu à la porte. Il lui a demandé de se lever et a dit qu'il était désolé, mais qu'il devait aller quelque part. La fille le regarda avec surprise et lui demanda où. Le gars tourna la tête et dit qu'il lui dirait quand ils arriveraient, et lui demanda de la suivre. La brune toucha à nouveau sa tête douloureuse et se releva avec difficulté. Chaque pas produisait un bruit de craquement. Il lui était difficile de marcher. Sa tête tournait encore. Elle se sentait toujours malade après s'être évanouie. Après avoir marché un peu, elle plissa les yeux à cause de la lumière vive. Solu a demandé s'ils étaient arrivés à destination. En regardant autour d'elle, elle vit des arbres d'une lueur cramoisie éclatante. C'était si agréable que la fille a commencé à filer. Elle a demandé ce qu'étaient ces arbres lumineux. Le sourire ne quittait jamais son visage. Elle était ravie par la belle lueur des arbres. La fille a commencé à dire que sa mère aurait aimé ça aussi, mais elle n'eut pas le temps de finir de parler, car quelqu'un la poussa et elle tomba à genoux. Solu regarda en arrière avec colère, dans l'intention de découvrir qui l'avait poussée. Mais ses yeux s'écarquillèrent à ce qu'elle vit. Dans l'obscurité, elle vit des yeux saphirs brillants qui appartenaient à une créature mythique qui ressemblait à un dragon. La fille avait peur du monstre jusqu'à ce qu'elle voie comment la créature commençait à ronronner de contentement sous les caresses de Fago. Après avoir examiné l'animal plus en détail, elle vit un harnais sur sa tête et une selle sur son dos. Et la créature elle-même vue de face ressemblait à un hippocampe. Le garçon lui tendit la main et dit que ce serpent de mer était gentil et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur de lui. Il agita à nouveau sa main, doucement, l'invitant à la saisir. La brune plaça avec hésitation sa paume dans la sienne. Le garde du corps l'a immédiatement soulevée et l'a mise en selle, puis a lui-même sauté dedans. D'une main, il saisit les rênes et de l'autre, il serra la fille contre lui. Le gars leur a demandé d'être patient un peu, car ils étaient au sommet de la montagne, et il n'y avait aucun moyen de descendre d'ici à pied. La brune n'avait jamais monté à cheval auparavant. Fago a décidé de l'emmener en sécurité sur terre, malgré le fait que le maître ait fait allusion à son meurtre. Le serpent battit des ailes et s'éleva dans les airs. Solu, voyant comment la terre s'éloignait, eut peur et se serra encore plus près du gars. Elle a demandé à ne pas monter si haut. Le garde du corps a essayé de la calmer en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Il plaisantait en disant qu'au contraire, si elle criait, le serpent de mer tomberait de peur. Mais la fille s'est quand même pratiquement enfoncée dans la selle. La créature s'élevait de plus en plus haut, battant ses énormes ailes membraneuses. Ci-dessous se trouve une belle vue sur des montagnes parsemées de lumière. Solu remarqua les reflets étincelants. Elle a demandé à Fago ce que c'était. Le gars lui a demandé si elle parlait des lumières des cours. La brune ne connaissait pas ce mot. Il expliqua que c'était le nom de l'auberge, c'est-à-dire l'endroit autour du palais où Haeguk recevait divers invités. La cour s'étend au loin autour d'une haute montagne. La jeune fille était ravie par la beauté de l'éclat. Fago a décidé que rien ne se passerait s'il lui en disait un peu. Après tout, elle oubliera tout de toute façon lorsqu'elle reviendra sur Terre. Il a commencé à expliquer qu'à Haeguk, il y avait plus que Baek-Haeguk, où il se trouvait maintenant. Haeguk est divisé en 5 pays avec une montagne au centre. Cheon-Haeguk, Baek-Haeguk, Hwang-Haeguk, Ja-Haeguk, Heuk-Haeguk. Depuis les palais jusqu'au pied des montagnes, il y avait des auberges. Solu se demandait qui gérait de si vastes cours. Cela doit être difficile. Fago répondit que Haeguk était devenue une terre prospère grâce à la bénédiction du dieu Amu. Et une ferme prospère est le résultat du fait que les rois de chaque pays ne sont pas restés les bras croisés. Habituellement, les rois de chaque camp prennent à tour de rôle le contrôle global. Mais ils s'occupent personnellement de la gestion non seulement des fermes communes, mais aussi des fermes autochtones. Le statut des invités varie. Comme il y a parmi eux des personnalités de haut rang venues d'autres pays, il n'est pas permis aux roturiers de les accueillir. C'est ainsi que se résout le problème de l'abri pour les voyageurs de passage. Les sujets aiment ça parce qu'ils gagnent bien leur vie et ne se soucient pas des impôts. Solu était surprise. C'était très différent du monde dans lequel elle vivait. Le gars a répondu que c'était parce que les gens ne vivaient pas dans ce monde. La jeune fille remarqua qu'à en juger par la façon dont le roi s'occupait de ses sujets,
Il semblait que tous les rois ici avaient bon cœur. Le garde du corps a confirmé qu'il ne s'en prenait pas seulement aux cours, mais à l'ensemble de Haegook. Bien que M. Tayran, qu'elle a rencontré, semblait froid. Soudain, Solu vit un autre point lumineux. Pourquoi a-t-elle entendu le bruit de l'air coupé et quelque chose qui lui a douloureusement coupé la main? Du sang gicla sur le visage de Fago. Le gars jura et sortit son épée de son fourreau. En s'approchant, il remarqua un monstre qui ressemblait à une pieuvre devant lui. C'était complètement inapproprié à ce moment-là. Du sang a commencé à couler de la blessure sur le bras de la fille. Le monstre fit une autre manœuvre et lança à nouveau des pointes volantes. Fago sur le serpent de mer a réussi à esquiver l'attaque. Mais il comprit qu'il ne pourrait jamais le vaincre seul, tout en protégeant la jeune fille. Le monstre a encore une fois lancé une volée de pointes. Le garde du corps a réussi d'une manière ou d'une autre à les repousser. Le sang de la main de la jeune fille ne cessait de couler, et elle essayait de couvrir la blessure avec son autre main. Fago a décidé de demander de l'aide à M. Tayran en sifflant. Mais ensuite, il a remarqué que la fille commençait à perdre connaissance. Le gars l'a un peu secoué et lui a dit qu'il avait besoin de son aide. Il lui montra un sifflet et lui ordonna de souffler dedans pendant qu'il repoussait les attaques. Le monstre s'approchait. La fille a attrapé le sifflet et a soufflé dedans de toutes ses forces. La pieuvre a continué à attaquer avec ses pics. Soudain, l'air fut coupé par le sifflement d'un fouet qui renversa toutes les épines. Le garde du corps a reconnu ce fouet. Son propriétaire les a immédiatement rattrapés sur son serpent de mer. Un guerrier brillant aux cheveux roux. Elle a demandé en plaisantant à Fago s'il avait une petite amie. Le garçon était heureux de voir Madame Yoncho. Mais il lui demanda avec méfiance comment elle était arrivée si vite, comme si elle attendait. La fille aux cheveux roux continua à taquiner. Elle a demandé ce qui s'était passé, parce qu'il n'avait jamais vu de filles auparavant, et puis... Fago dit avec colère qu'il raconterait les détails plus tard, mais qu'il devait d'abord s'occuper de cette créature. Le guerrier sourit, ajoutant que le gars était modeste. Après tout, ils ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Puis elle a vu que la fille était blessée. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'ils partent en premier. Le gars a marmonné que la brune n'était pas sa petite amie. Yoncho se concentra sur la pieuvre, l'incitant à attaquer. Elle était prête à attaquer. Le monstre a recommencé son attaque. Une multitude d'épines volèrent envers Fago et la dame. À l'aide d'une épée et d'un fouet, les guerriers ont pu repousser l'attaque. Le garde du corps déglutit nerveusement. Il vit que même plusieurs dizaines de guerriers de Haegook ne seraient pas capables de faire face à cet ennemi. Mais la dame avait confiance en elle. Il était difficile pour le gars d'imaginer à quel point elle était forte, puisqu'elle l'affrontait seule. Le guerrier ressentait le frisson de la bataille. Elle a noté que si Tayran arrivait, cela deviendrait complètement ennuyeux. Elle a donc suggéré de ne pas l'inviter et de simplement s'amuser ensemble. Mais Fago, s'excusant, dit qu'il n'était pas aussi fort qu'elle et qu'il serait heureux de recevoir de l'aide. La dame était bouleversée. En entendant une autre voix, elle tressaillit. En regardant en arrière, la fille aux cheveux roux vit Tayran s'envoler. Le roi sur le serpent volant remarqua que le garde du corps avait réussi à s'envoler non loin. Yoncho demanda avec colère à sa majesté pourquoi il était venu si vite. Son aide n'était pas nécessaire. Tayran répondit qu'il n'était pas venu pour le monstre et lui demanda de ne pas s'inquiéter, qu'il ne la dérangerait pas. En regardant Sola, sa majesté vit du sang sur sa main. Le garde du corps a répondu qu'elle n'était pas gravement blessée et que le danger serait écarté si l'hémorragie était arrêtée rapidement. À ce moment-là, le monstre a commencé à se couvrir de taches rouges. Yoncho a supposé qu'il était en colère et qu'il avait peut-être besoin d'aide après tout. La pieuvre se prépare à libérer un autre lot de pointes. Fago a déterminé que toutes les aiguilles pointèrent vers le roi. Alors, se tournant rapidement vers sa majesté, il lui cria de faire attention. Tayran, voyant les épines voler vers lui, tendit la main vers l'avant. Et avec l'aide de la magie, il jeta les aiguilles de côté. Solu observait les gens autour d'elle et n'avait aucune idée de ce qui se passait. Le sang de la blessure avait déjà commencé à couler des doigts. La jeune fille fut surprise de voir la quantité de sang qui avait réussi à s'écouler. Sa vision s'est brouillée et elle a vacillé. Fago sentit le corps de la fille devenir faible et demanda ce qui n'allait pas. Mais la brune était déjà complètement flasque dans ses bras. À ce moment-là, l'une des épines a frappé la patte arrière de leur serpent. L'animal sursauta de douleur et la fille inconsciente glissa hors de la selle. Fago a essayé de l'attraper avec sa main, mais il n'a pas eu le temps et elle s'est rapidement envolée. Quand Taran avait tirtinant, son père lui a dit qu'il partait en voyage. Il remit le trône au garçon de manière inattendue et quitta le palais. En raison de la décision soudaine du monarque, le prince n'avait pas le choix. Un lourd fardeau lui est tombé dessus. Cette lourde couronne qui lui avait été confiée dès son plus jeune âge
n'était pas seulement son devoir de descendant des rois Bekeguk, mais aussi une malédiction mortelle. Les femmes lui étaient inaccessibles. Parmi les 5 rois du pays, lui seul fut maudit. Le jour où la malédiction sera connue des gens, tout pourrait s'effondrer. Donc, jusqu'à ce qu'il obtienne le cœur, vous devez être extrêmement prudent. Terran a réussi à rattraper la fille qui tombait. Le garde du corps a crié d'horreur parce que le monsieur avait touché la femme. Le roi déposa la jeune fille sur la selle couverte de son sang. Pago se demandait si Madame Yoncho l'avait vue. Mais le guerrier était occupé avec le monstre qui s'envolait. Elle se plaignait qu'il s'enfuyait à nouveau, lâche, la queue entre les jambes. Après avoir crié combien de temps le monstre allait s'enfuir, elle se précipita à sa poursuite. Sa Majesté se tourna vers Fago, tenant la fille sur sa selle. Il a demandé au garde du corps de se dépêcher avant que quelqu'un ne le voie. Le gars regarda le roi et la fille avec surprise, et ne comprit pas comment cela était possible. Terran dit que la fille devait d'abord être emmenée au palais. Et là, il lui expliquerait tout, lui demandant d'être un peu patient. Après avoir jeté Sola entre les mains d'un garde du corps, le roi ordonna que ses blessures soient immédiatement soignées au palais, et qu'elle vienne ensuite le voir. Alors il lui raconterait tout. Quelque temps plus tard, Fago frappa à la porte des chambres occidentales du palais. Dès qu'il entra dans la chambre du roi, il demanda immédiatement comment allait la main de la jeune fille. Le garde du corps a répondu que tout allait bien. Alors, déglutissant toujours nerveusement, il demanda comment cela était arrivé. Terran répondit qu'il l'avait touché le matin. Le gars a demandé à nouveau. Sa Majesté a ajouté qu'il parlait de la fille, il l'a touchée le matin. Fago ne comprenait toujours pas pourquoi tout allait bien avec ce monsieur. Le roi se gratta le menton pensivement et dit que c'était exactement le but. De plus, il ne l'a pas seulement touchée, il l'a serrée fort dans ses bras. Il a dénudé son bras jusqu'au coude et a dit qu'il avait surveillé attentivement sa peau jusqu'au déjeuner, juste au cas où. Mais il n'y a eu aucune attaque, aucune douleur et même pas d'éruption cutanée. Et toujours rien. Fago pensa immédiatement que cela pourrait signifier que Sa Majesté serait également capable de gagner un cœur et de vivre. Il sourit à cette pensée. Le roi regarda à nouveau ses mains. Puis, serrant fermement le poing, il l'avertit qu'il serait probablement occupé à partir de maintenant, et lui demanda donc de se préparer. La nuit de la consolidation est une nuit mystérieuse durant laquelle d'étranges cris se font entendre sans cesse. Des lumières inconnues scintillent, et le soleil fusionne avec la lune. Tout le monde retient son souffle en attendant l'aube. Si dans l'obscurité impénétrable, où vous ne voyez rien, vous suivez la faible lumière, alors il y aura quelque chose de laid et de solitaire. Terran tapota nerveusement ses doigts sur la table tout en parcourant les papiers. Il pensa au fait qu'une semaine s'était déjà écoulée depuis que la jeune fille était apparue au palais. Il lui semblait qu'elle mettait trop de temps à se remettre d'une telle blessure. Le roi se demandait ce qui se passerait si elle n'ouvrait jamais les yeux. Fago entra dans la pièce et rapporta que Solu était revenu à la raison. Une jeune fille pâle apparut derrière son dos et fixa Sa Majesté. Terran tourna la tête dans sa direction. La jeune fille le salua, puis, après une petite hésitation, dit qu'elle savait que le roi l'avait sauvée de la mort. Sa Majesté répondit avec condescendance qu'il ne faisait pas cela par gratitude. Il s'intéresse à quelque chose. Il lui a alors demandé si elle avait dit la pure vérité. Solu répondit que bien sûr, et qu'elle n'avait aucune raison de mentir à un étranger. Elle ne ment jamais du tout. Le roi pensait qu'il n'y avait vraiment personne qui pouvait kidnapper et traîner une personne dans le palais. Tout le monde valorise sa vie. La fille touchait nerveusement le tissu de sa robe. Après une légère hésitation, elle lui demanda où il se trouvait en ce moment. La brune a ajouté qu'elle était maintenant un peu confuse, car elle était sûre d'avoir sauté dans la mer et d'être morte. Fago expliqua à nouveau qu'ils étaient dans le pays de Haeguk, le pays sous-marin des sirènes. La fille a posé des questions sur les sirènes. Le garde du corps a confirmé et ajouté que le palais de Béquier est le plus grand palais du pays. Solu trembla, réalisant qui était cet homme noble devant elle. Mais malgré tout, en bégayant un peu, elle essaya de clarifier. Fago a confirmé qu'il s'agissait bien du roi de Haeguk, le seigneur Taeran. La jeune fille était ravie d'apprendre qu'elle n'était pas morte. Le roi pensait que si elle disait la vérité, elle n'aurait nulle part où aller. Il a ensuite demandé à Fago s'il y avait un travail qui pouvait être confié à cette fille. La brune fut d'abord surprise, mais ensuite heureuse d'avoir un travail. Le garde du corps hésita un peu et dit que l'apparition d'une femme dans le palais serait trop visible. Il lui suggéra donc de la placer dans la cour et d'y faire quelques petits travaux. Le roi accepta que c'était une bonne option et dit qu'à partir de demain, elle devrait être envoyée à la cour. Solu se souvint que la cour était les lumières qu'elle voyait dans les montagnes. Un peu nerveuse, elle fit quand même une dernière demande.
La jeune fille a demandé si par hasard il y avait du travail pour elle au palais. Elle a honte d'admettre que, bien qu'elle soit adulte, elle n'a aucune expérience professionnelle. Et comme il y a au moins quelques personnes ici qu'elle connaît, elle petit à petit. Mais le roi ne la laissa pas finir et dit sèchement « Non ». La réponse dure a bouleversé Sola presque jusqu'aux larmes. Fago s'est excusé et a déclaré que les femmes ne pouvaient pas rester dans le palais. Essayant de la calmer un peu, il lui promit qu'il dirait un mot en sa faveur lorsqu'elle entrerait dans la cour. Mais Terran avait sa propre vision de la situation. Il a dit que Fago avait tort. Le garçon et la fille regardèrent Sa Majesté avec incompréhension. Le roi continua. Il n'a pas dit qu'elle s'installerait dans la cour. Le garde du corps est devenu nerveux, essayant de comprendre où se trouvait Solu. Terran répondit qu'après avoir terminé le travail dans la cour, le gars l'emmènerait tranquillement au palais, et ajouta qu'il lui permettrait de vivre dans le palais. Et lui-même pensait que cela serait bien sûr quelque peu ennuyeux, et qu'il devrait supprimer les variables inutiles. Fago a demandé où il serait préférable de placer la fille. Tahran réfléchit un instant puis répondit que la chambre d'amis dans laquelle elle se trouvait lui suffirait. Le garde du corps s'inclina et dit qu'il accompagnerait la brune jusqu'à la chambre puisqu'il était tard, puis qu'il reviendrait. Mais avant qu'il puisse faire un seul pas, le roi l'arrêta et lui demanda s'il était nécessaire de l'escorter jusqu'à l'endroit d'où elle venait. Le gars hésita un peu et expliqua qu'en chemin vers la chambre, la fille pourrait se perdre dans cet immense palais. Le roi se mit un peu en colère et dit qu'il lui avait fourni à la fois du travail et un endroit où loger. Et en fait, c'est le gars qui est son serviteur, pas celui de cette fille. La fille remarqua qu'elle n'était pas une fille. Son nom était Solu. Le roi fronça les sourcils et demanda à nouveau. Elle répéta une fois de plus qu'elle n'était pas « cette fille », mais que son nom était Solu. Le roi fronça encore plus les sourcils. La brune déglutit nerveusement, réalisant qu'il était en colère. Le roi a commenté qu'il semblait qu'elle avait pour passe-temps d'interrompre les gens. À quoi la jeune fille a posé une contre-question. Le monsieur aimerait-il qu'elle l'appelle « cet homme » ? Elle a également un nom qui lui a été donné par son père, et elle demande simplement à être appelée par son nom. Terran a répondu qu'il ne le voulait pas. Il décidera lui-même comment l'appeler. Le visage de Solu se tordit de colère et de ressentiment. Elle pensait que le roi était très attirant, mais il faisait Dieu sait quoi. Le roi lui demanda comment elle connaissait son nom. La fille le regarda avec surprise. Elle a répondu qu'elle et Fago s'appelaient simplement par leur prénom. Solu a déclaré fièrement qu'en raison de sa maladie, elle avait lu tous les livres à la maison. Elle n'était donc pas stupide. Le roi répondit que cela signifiait qu'elle pourrait rejoindre sa chambre par elle-même. La fille a remarqué qu'elle avait du mal à s'orienter dans la zone. Sa Majesté rigola et répondit qu'il n'aimait rien chez elle. Solu pensait que le sentiment était réciproque. Mais il l'a quand même sauvée et lui a donné une chambre. Il n'a pas l'air si mal, alors elle devrait être reconnaissante. La jeune fille s'inclina donc et le remercia de l'avoir sauvée, ajoutant qu'elle essaierait de retrouver la chambre elle-même. Quittant la pièce, elle alla d'abord vers la gauche, puis revint et alla dans l'autre sens, puis revint et se figea dans la confusion. Terran ordonna avec colère au garde du corps de simplement l'emmener. Solu sourit et remercia le monsieur. Sa Majesté se détourna et leur ordonna de partir immédiatement et de ne pas rire ici sans réfléchir. Solu et son garde du corps quittèrent la chambre du roi. Terran expira bruyamment. Cette fille est effrontée et parle beaucoup de petites choses. Au moins, ce ne sera plus ennuyeux, pensa-t-il. Sa Majesté essaya alors de se rappeler qui était actuellement en charge de toutes les cours. À l'époque, le directeur actuel de toutes les cours était le roi de Cheonhaeguk, Soldam. Il était au bureau principal de la ferme, en train de consulter des papiers, lorsqu'une femme de chambre est venue le voir et lui a dit que M. Kumjak le cherchait. Sa Majesté se leva rapidement et, se tournant vers Kaka, s'approcha d'elle de près. La fille déglutit nerveusement et demanda ce qui n'allait pas. Soldam passa son bras autour de la taille de la fille et la serra contre lui. Faisant un demi-cercle comme dans une danse, il se pencha au-dessus d'elle. Souriant, avec un léger air coquet, il remarqua combien il était touché qu'elle soit venue à lui juste pour ça. Kaka en avait assez de cette attitude et essaya de se libérer doucement de son étreinte. Elle remarqua que le monsieur savait qu'il y avait toujours une pénurie de travailleurs à la ferme, mais il plaisantait avec insouciance. Elle a à peine trouvé le temps de venir. L'homme répondit que bien sûr il le savait, ce qui le rendit encore plus touché. Après avoir remis la jeune fille en position verticale, Sa Majesté s'inclina en disant qu'il se reverrait plus tard. Kaka resta perplexe. Monsieur Soldam est bien sûr un homme beau, majestueux et une bonne personne, mais dès qu'il voit une jupe, il perd immédiatement la tête. De l'extérieur, vous ne sauriez même pas qu'il s'agit du roi de Cheonhaeguk.
Ce serait génial s'il ressemblait un tout petit peu à Monsieur Taeran. Le garde du corps a escorté Sola jusqu'à sa chambre à travers les couloirs sinueux du palais. En regardant autour d'elle, la jeune fille pensa qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant que le palais était si immense. Si Fago ne l'avait pas vu partir, elle se serait vraiment perdue. Se tournant vers le gars, elle tira sur sa manche et dit qu'elle voulait lui demander quelque chose. Le garde du corps s'arrêta et regarda en arrière, disant qu'elle pouvait l'appeler simplement par son prénom, sans le mettre. La fille était gênée et a dit qu'elle se sentait plus à l'aise de cette façon. Puis, prenant son courage à deux mains, elle demanda si le gars était une sirène. Il a répondu que bien sûr il était une sirène, parce que Haegook est le pays des sirènes. À quoi Solu a demandé comment cela était possible, puisque les sirènes ont des queues au lieu de jambes. Fago a expliqué qu'ils peuvent se transformer d'humains en sirènes et inversement. Ils marchent généralement sur leurs pieds lorsqu'il n'est pas nécessaire de nager rapidement. La brune demanda s'il était alors vrai qu'ils étaient dans les profondeurs de la mer. Le garde du corps a répondu que même s'ils étaient au fond de la mer, c'était un espace complètement différent. La fille a accepté, car si elle pouvait respirer, elle ne pouvait certainement pas être sous l'eau. Mais en prêtant attention aux poissons qui nagèrent dans l'air, elle remarqua que les poissons ne nagent que sous l'eau. En touchant un poisson qui nageait, la fille pensa qu'il ressemblait à son Uroni. Solu a alors demandé au gars à quoi ressemblait Monsieur Taeran. Fago lui a tapoté la tête. En colère, il l'appela cette fille et se plaignit qu'elle posait de telles questions. La brune, se grattant le haut de la tête, grommela qu'elle n'était pas une fille, mais Solu. Le gars a convenu qu'elle était Solu, et il lui rappela qu'elle disait qu'elle était intelligente, mais qu'elle ne savait pas qu'elle ne devait pas poser de telles questions. Solu dit d'un air penaud qu'elle avait seulement demandé parce qu'ils étaient seuls, et il lui avait bien tout expliqué. Le garde du corps a répondu qu'il était son maître après tout. Alors elle devait surveiller ses paroles. Solu baissa les yeux et s'excusa. Elle pensait que sur Terre elle ne pouvait même pas parler du souverain, mais ici elle a si facilement demandé à un homme qu'elle connaissait à peine. Fago se retourna et marchait déjà devant. La fille a décidé qu'elle devait s'excuser auprès de lui. Elle ne voulait offenser personne. Solu accéléra le pas pour rattraper le garçon. Quand elle s'est approchée de lui, Fago a dit qu'il était effrayant. La fille ne comprenait pas de qui il parlait. Le gars a précisé qu'il parlait de Monsieur Taeran. Puis il se frappa le front, réalisant qu'il en avait trop dit. La fille a dit qu'elle savait pourquoi il était laid, parce qu'il était malheureux et seul. En ouvrant la porte, il se figea une seconde à ces paroles. Alors qu'il l'a laissé entrer dans la pièce, le garde du corps lui dit qu'il y avait des toilettes dans la pièce, afin qu'elle puisse se laver et aller se coucher. Puis, lui tapotant légèrement la tête d'une manière amicale, il dit qu'elle était une bonne fille. La fille cligna des yeux et le remercia. Et elle se dit qu'il n'avait probablement pas entendu ces paroles. Fago retourna auprès de Sa Majesté. Mais avant d'entrer dans la pièce, il resta figé quelques secondes. Il pensait que si le maître obtenait le cœur de Solu, elle mourrait certainement. Sa Majesté pensait à quelque chose en se grattant le menton. Lorsque le garde du corps est entré dans la pièce, il a demandé s'il pouvait prendre le cœur de Solu. Taeran releva le menton et demanda ce qui n'allait pas. Fago a répondu qu'il était inquiet parce que c'était le cœur d'une personne complètement innocente. Cela vaut peut-être la peine d'essayer avec d'autres sirènes. Le roi rappela que le garçon savait très bien ce qui s'était passé auparavant. Puis il a dit avec colère que c'était suffisant. Toutes les femmes sont ennuyeuses et irritantes. Le garde du corps pensait qu'il était probablement naturel pour Monsieur Taeran de penser comme ça. Le roi serra nerveusement le poing et dit qu'au contraire, tout s'était bien passé. C'est une humaine. Mais comme personne ne l'a kidnappée, qu'elle s'est jetée à la mer et qu'elle a fini ici, il n'y aura pas de problème. Après avoir réfléchi quelques secondes, Sa Majesté a demandé à Fago s'il avait seulement besoin de passer une nuit avec elle pour prendre son cœur. Le gars a confirmé, mais a ajouté qu'avant cela il devait la faire tomber amoureuse de lui. Le roi demanda avec surprise ce qui pouvait être difficile dans tout cela. Il s'inquiète en vain. Après tout, d'autres rois ont fait cela calmement. Puis, se frappant la poitrine un peu irrité, Taeran demanda si le garde du corps pensait qu'il était cruel aussi. Pense-t-il qu'il est cruel d'utiliser les autres pour survivre? Le gars a dit non. Il croit que le sort de Sa Majesté est cruel. Mais il pensait avec culpabilité qu'il ressentait aussi de la pitié pour Sola. Mais il ne peut pas se permettre le luxe de la sympathie. Taeran a dit que Fago était son serviteur dévoué. Et il ajouta qu'il n'ouvrirait pas son âme à la jeune fille d'un iota, mais qu'il l'utiliserait seulement pour lui prendre son cœur. Fago fronça les sourcils à ces mots. En regardant le serviteur, Sa Majesté dit qu'il était clair sur son visage ce qu'il pensait. Le roi repoussa sa chaise et, se levant,
suggéra qu'ils fassent une promenade et prennent l'air. Marchant le long des chemins pavés sous le ciel étoilé, Terran se tourna vers Fago. Il a compris qu'il ne voulait pas que cette fille meure. Le garde du corps baissa les yeux et répondit que ce serait un mentir s'il disait qu'il voulait sa mort. C'est probablement en vain qu'il a appris tant de choses sur elle. Terran s'arrêta et regarda en arrière, se demandant si Fago voulait peut-être qu'il la laisse partir et mourir. Le garçon répondit immédiatement que le bien-être du maître et le bien-être de Bec et Gook étaient beaucoup plus importants pour lui. Le roi se tut et continua sa marche. Fago, après une légère hésitation, rompit le silence. Il demanda au monsieur s'il était dangereux d'envoyer Sola dans la cour. Puisque monsieur Soldam est là maintenant, et que ses inclinations... Le roi interrompit brusquement le garde du corps et lui demanda s'il doutait désormais de son ami proche. Fago commença à nier. Terran a remarqué que Soldam avait également des yeux. Même s'il est obsédé par les femmes, il ne tombera pas amoureux d'une fille aussi sans valeur. Elle n'a même pas besoin de lui parler. Il comprendra tout de toute façon. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter. Fago fronça les sourcils et dit doucement que le problème était que M. Soldam n'était pas très exigeant dans son choix de femme. Le lendemain matin, lorsque le garde du corps est venu voir Sol, elle était déjà réveillée et prête. Il lui a demandé si elle était à l'aise pour dormir. La fille sourit et répondit joyeusement que oui, et que la couverture était très douce. Le garde du corps fronça les sourcils, se souvenant de la conversation d'hier avec M. Terran. Il a compris qu'il ne pouvait pas tout gâcher par sympathie inutile. Solu remarqua que le garçon était devenu pâle. Alors elle lui demanda s'il allait bien. Il a répondu que tout allait bien. Puis il ajouta qu'à partir d'aujourd'hui, elle irait dans la cour et qu'il partait immédiatement. Fago s'est immédiatement retourné et lui a dit de le suivre. La fille fut un peu surprise, mais suivit docilement. Quelque part sous les arbres, elle trébucha, mais se balança et retrouva son équilibre. Le gars a dit qu'ils avaient déjà parcouru la moitié du chemin, et que plus loin la route serait plus raide. Solu était surprise de devoir désormais parcourir cette route de montagne tous les jours. Elle se demandait ce qui se passerait si elle tombait soudainement. Fago répondit qu'elle ferait mieux de prier pour que cela n'arrive pas. La brune a demandé si les tigres sautaient ici la nuit. Le gars lui a posé une contre-question sur le type de tigre qui pourrait se trouver sous l'eau. Solu leva les yeux et vit le ciel aux couleurs vives briller à travers les feuilles. Elle le regarda avec surprise. La fille a remarqué que le ciel était d'une couleur incroyable, comme un coucher de soleil corail. Et ce n'est même pas le soir maintenant. Fago a dit que leur ciel est différent du ciel de la terre. Même si parfois elle prend la couleur de la terre. Solu fut surpris par ce phénomène. Puis elle a demandé ce qu'elle ferait dans la cour. Baissant les yeux, elle lui rappela qu'elle n'avait aucune expérience professionnelle et qu'elle était faible à cause de sa maladie. Fago répondit qu'en raison de la blessure à sa main, elle ne pourrait pas travailler pleinement avant plus tard. Tout d'abord, elle doit s'habituer au mode de vie dans la cour. Le garde du corps a ajouté que, heureusement, cette année, le tribunal était dirigé par le roi Soldam. C'est une personne très sensible. Donc s'il dit quelque chose de bien, Sa Majesté prendra soin d'elle. Mais il y a quelque chose à laquelle elle devrait faire attention. La fille a demandé avec surprise quoi exactement. Le gars hésita un peu, essayant de trouver la bonne réponse. Il a ensuite dit que M. Soldam aimait beaucoup les femmes. Il est comme ça depuis sa naissance. Il pourrait l'aimer. Mais M. Terran se retrouvera alors dans une position difficile. Solu ne comprenait pas de quelle situation il parlait. Fago pensa que, contrairement à Bec Yegun, Cheonheguk était rempli de belles concubines. Il ne savait pas si Solu pourrait le charmer en tant que femme, mais qui sait? Peut-être que si l'on cédait à sa simplicité, on pourrait la trouver attachante. S'approchant des immenses portes, Fago les ouvrit avec un grincement. En regardant en arrière, il a dit que c'était l'entrée de la cour. Le gars a félicité la fille d'avoir enduré ce long voyage et l'a invitée à entrer. Solu tourna la tête dans différentes directions, regardant tout ce qui l'entourait. Elle était étonnée de voir à quel point la cour était grande. En s'approchant de la porte suivante, Fago s'arrêta et dit qu'il avait besoin de parler à M. Soldam, et qu'elle devait attendre ici pour le moment. La brune accepta docilement et resta à attendre près de la porte, étudiant les bâtiments. En entrant dans la pièce, le garde du corps ferma la porte derrière lui, laissant un petit espace. Solu est devenu curieux de savoir à quoi ressemblait le roi de Cheonheguk. Elle s'approcha donc des portes, essayant de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Soudain, juste à côté de son oreille, quelqu'un murmura et lui demanda ce qu'elle faisait ici. La fille frissonna de peur et regarda autour d'elle. Elle vit devant elle un garçon mignon avec des cheveux blonds courts et un grain de beauté sous la lèvre. Le gars rigola et essaya de regarder à travers la fissure aussi. Réalisant qu'elle avait été prise en flagrant délit,
Solu a essayé de le convaincre qu'il n'y avait rien là-dedans. Elle sourit et dit qu'elle attendait simplement de rencontrer Monsieur Soldam. Le blond a dit que le monsieur semblait être absent pour le moment. Et vous devrez peut-être attendre longtemps. La fille lui a demandé s'il savait par hasard combien. Le gars répondit pensivement que Sa Majesté n'était pas très consciencieuse. Alors, la brune l'interrompit avec indignation. Il s'avère qu'il est malhonnête et qu'il aime aussi les femmes. Elle s'est intéressée à savoir si la ferme fonctionnait comme elle le devrait. L'homme blond porta sa main à sa bouche, feignant la surprise à la phrase « aime les femmes ». Solu se couvrit la bouche avec ses mains, réalisant qu'elle en avait trop dit. Son cœur se mit à battre la chamade à l'idée que cet homme puisse connaître Monsieur Soldam. Jouant nerveusement avec ses jupes, la fille s'est excusée et a dit qu'elle ne voulait rien dire de tel. Elle a demandé à oublier ce qu'elle venait de dire. Le gars croisa les bras sur sa poitrine avec un sourire. La brune, toujours nerveuse, a tenté de se justifier en disant que ce n'était que des rumeurs, et pas forcément vrai. La blonde lui demanda si elle était venue le rencontrer seule. Solu répondit que non, et qu'elle était venue avec Monsieur Fagot. Il attend à l'intérieur. Un étranger est entré par la porte. Le garde du corps à l'intérieur s'inclina immédiatement en voyant Sa Majesté. Le roi sourit et dit que la charmante dame à l'extérieur avait dit qu'elle le cherchait. Puis il lui a demandé pourquoi elle le cherchait. Fagot répondit que cela venait du seigneur Terran et demanda si Sa Majesté pouvait lui confier un travail. Soldam rit de surprise que l'incomparable Terran ait envoyé une femme. Le garde du corps a répondu qu'elle était spéciale et lui a demandé de prendre soin d'elle. Le roi remarqua que cette femme était chère à son ami. Il sourit et dit qu'il comprenait plus ou moins tout sans explication. Elle a été envoyée ici pour ne pas attirer inutilement l'attention. Fagot a demandé si cela poserait un problème si la fille était malade. Soldam a expliqué de quoi elle était malade. Le gars a répondu qu'elle perdait souvent connaissance pour une raison inconnue. Sa Majesté pensait à ses évanouissements. Mais le garde du corps a assuré qu'il n'y avait pas d'autres symptômes en plus de celui-ci, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le roi dit que dans ce cas, il ne fallait pas la perdre de vue une seule seconde. Fagot fronça les sourcils et clarifia. Soldam a ri et m'a dit de dire au monsieur qu'il n'y avait rien à craindre, parce qu'il ne la quittera pas des yeux un seul instant. Le gars jura dans sa barbe. Après tout, demander à Monsieur Soldam de s'occuper d'une fille, c'est comme dire à un chat de garder un poisson. Toujours souriant, le roi demanda que le fait que Soldam soit lui reste secret pour l'instant. Il décida de mieux connaître la jeune fille, car elle était si chère à son ami. Le garde du corps a demandé si cela pouvait être fait en révélant son identité. Le roi fit un geste de la main et répondit qu'il aimerait faire la même chose. Mais après avoir parlé à la jeune fille, il s'est rendu compte qu'à cause des ragots de quelqu'un, elle avait des convictions contre Soldam. Fagot baissa les yeux avec agacement. Il réalisa que le maître était au courant de ses paroles à Solu. Soldam, après avoir dit qu'il semblait qu'ils avaient complètement réglé le problème, se retourna rapidement et se dirigea vers la porte, car on les attendait dehors. En s'approchant de la porte, le roi dit qu'il montrerait lui-même tout à Sola, car aujourd'hui était son premier jour. Il sourit et supposa que le garde du corps devait être fatigué du voyage. Et donc, souriant, il l'envoya se reposer. Fagot a nié être fatigué. Il répondit que de toute façon il avait des affaires ici, donc il pouvait tout faire lui-même, puisque Sa Majesté était probablement occupée. Soldam regarda le gars avec condescendance et dit qu'il n'avait aucune affaire importante. C'est donc une personne libre qui doit assumer cette tâche. Il aimait taquiner et regarder le grand gars Fagot se jeter partout. Voyant à quel point le garçon était nerveux à cause d'une simple blague, le roi conclut que Taïran était enfin capable de serrer une femme dans ses bras. Les hommes se sont approchés de Sol, et le garde du corps lui a dit d'inspecter le complexe avec l'homme et de revenir. Le blond sourit, appréciant son nom inhabituel, et dit qu'il était heureux de la rencontrer. La fille était nerveuse. Elle se sentait un peu mal à l'aise en sa présence, car elle lui avait dit toutes sortes de choses. Fagot caressa les cheveux de la brune et demanda à Sa Majesté de l'envoyer avec quelqu'un après l'avoir examinée. Le roi sourit sournoisement et promit de l'envoyer avec quelqu'un de libre. Le garçon regarda le roi avec suspicion. Monsieur Soldam aborde tout avec enthousiasme, mais ces blagues comme celle-ci ont rendu Fagot méfiant, se demandant s'il était acceptable de les laisser tranquilles. Il est parti le cœur lourd. Sa Majesté a commencé une visite de la cour pour Solu. La fille regarda autour d'elle avec curiosité. Elle était ravie que des bâtiments aussi majestueux s'étendent jusqu'au pied de la montagne. Elle admirait les maisons non seulement de l'extérieur, mais aussi leur décoration intérieure. Elle se demandait s'il y avait quelque chose qu'une débutante comme elle pouvait faire. Soldam commença à réfléchir à voix haute. Elle ne peut pas servir les invités, car elle risque de s'évanouir.
Bien sûr, le nettoyage n'est pas non plus adapté. Peut-être qu'un travail avec des calculs qui ne nécessitent pas de force physique serait approprié, a demandé la jeune fille. Sa Majesté réfléchit un instant et dit que des connaissances particulières étaient nécessaires, car le travail impliquerait de grosses sommes d'argent. Le visage de Solus affaissa. Elle pensait pouvoir tout gérer, mais en réalité, elle ne pouvait rien faire. Cela m'a fait me sentir inutile. 2 filles sont venues à leur rencontre. Ils étaient vêtus de vêtements inhabituels et lumineux. La brune les regarda sans les quitter des yeux. Elle a demandé si ces belles jeunes femmes étaient des invitées. Soldam essayait de comprendre de quels beaux invités elle parlait. Voyant les filles devant lui, il les reconnut comme ses concubines. L'homme se tendit, il ne voulait pas croiser leur chemin, car alors Sol découvrirait qui il était. Il a élaboré un plan pour éviter la collision. Il attira la brune près de lui et la tira derrière les étagères. Son cœur battait fort. La fille leva les yeux vers lui et lui demanda pourquoi il s'était soudainement... Mais le blond lui siffla et pressa son doigt sur ses lèvres. Il a suggéré de jouer à un jeu. Laissant Solus avec le maître, Fago continua à s'inquiéter. Il s'inquiétait d'une chose. Est-ce que tout irait bien entre ces deux-là? Soldam avait déjà obtenu le cœur. En d'autres termes, il avait depuis longtemps échappé à la menace de la mort et à l'obscurité. Mais pour M. Terran, cette fille pourrait bien être sa première et dernière chance. Vous ne devez donc en aucun cas le manquer. Le garde du corps ne savait pas si M. Soldam avait compris cela. Il y avait quelque chose dans son regard. Le garçon craignait que Solus ne succombe à sa politesse. Il était étonné de l'insouciance de Terran. Mais d'un autre côté, Soldam et son maître sont des amis inséparables. Donc le roi connaît son ami mieux que quiconque. Ils n'ont aucune raison de se disputer. Alors qu'elle était dans les bras de l'homme blond derrière les étagères, Solus était confuse. Elle ne savait pas quoi faire quand elle fut soudainement serrée dans ses bras comme ça. À Bekeguk, il n'y a probablement aucune division entre les hommes et les femmes. Pour une raison quelconque, tout le monde ici est beau, comme s'il avait été trié sur le volet. Les enfants des voisins n'étaient pas comme ça. Soldam lui a demandé à quoi elle pensait si profondément. La fille répondit avec embarras que ce n'était rien. Puis je lui ai demandé de quel jeu il parlait, et ce que cela signifiait. L'homme a répondu que c'était une sorte de jeu de cache-cache. La brune a demandé pourquoi, soudainement, à l'improviste. Le monsieur murmura que c'était plus intéressant ainsi, puis il a demandé à voir si ses belles filles étaient reparties. Solus accepta avec confiance. Elle jeta un coup d'œil prudent derrière les étagères et regarda autour d'elle. Puis elle murmura aussi que personne n'était visible. Ils étaient probablement déjà partis. La blonde rit et remarqua que malgré le fait qu'elle était contre, la fille s'y mettait vraiment. Solus leva les yeux au ciel et parut indigné. Soldam leva les mains en signe de reddition et dit qu'il plaisantait. Il regarda attentivement la fille. Elle est sans aucun doute innocente et pure. Vous n'en trouverez pas un comme celui-ci à Bekeguk, même avec une lanterne. Elle ne s'habille pas de manière voyante comme une concubine ordinaire. Mais elle attire toujours l'attention. L'homme a dit qu'elle était plutôt mignonne. La fille a clarifié ce qu'il avait dit. Réalisant qu'il l'avait dit à voix haute, le blond se gratta l'arrière de la tête avec gêne et dit que ce n'était rien. Il comprit que l'envoi inattendu d'une femme ici par Terran signifiait qu'il avait l'intention de prendre son cœur. On dirait qu'il a réussi à serrer une femme dans ses bras comme ça. Soldam regrettait de devoir céder. La jeune fille interrompit ses pensées, notant qu'elle ne connaissait toujours pas son nom. Elle sourit et se présenta à Sol, et dit que c'était agréable de te rencontrer. Le blond se tenait là, confus. Comme le dit le proverbe, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais ce n'était pas n'importe qui, c'était la petite amie d'un ami. Tu ne peux pas laisser des sentiments se développer pour elle. Il déglutit nerveusement et s'ordonna de se ressaisir. Solus, ne recevant toujours pas de réponse, commença à agiter ses mains devant les yeux du blond, essayant d'attirer son attention. Elle lui a encore demandé son nom? Soldam hésita un peu, puis dit que son nom était Bagno. La brune lui a demandé ce qu'il faisait dans la cour. Après avoir réfléchi un peu, Soldam répondit qu'il était responsable de tout ce qui se passait dans la cour. La fille fronça les sourcils et remarqua que, comme elle, il n'était pas particulièrement fort. Elle a ensuite continué en soulignant qu'il n'était pas très mince pour un homme, et qu'il serait plus petit que M. Terran. Le blond rit et remarqua que de telles choses ne peuvent pas être dites en face de quelqu'un. Même s'il a cette apparence, il est fort et fait le travail. Puis, avec un regard plus sérieux, il dit qu'il était responsable de beaucoup de choses. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait faire beaucoup de choses. En lui tapotant l'épaule d'une manière amicale, Solus fit remarquer avec sympathie qu'il pouvait dire les choses telles qu'elles étaient, parce qu'elle le comprenait mieux que quiconque. Le monsieur a essayé de lui prouver que tout était faux,
en la regardant dans les yeux pleins de pitié. Il réalisa que son absurdité causerait des problèmes à Tehran plus d'une fois. Il a ensuite suggéré qu'ils arrêtent de discuter et continuent l'inspection. La fille hocha la tête en signe d'accord. Ils montèrent sur le balcon pour avoir une meilleure vue sur leur environnement, puis regardèrent les livres de la bibliothèque et vérifièrent comment travaillaient les femmes de ménage. Presque une demi-journée s'est écoulée ainsi. Enfin, ils sont allés dans la cuisine. Il y avait toujours beaucoup de chaos là-bas, donc tout le monde était très nerveux. La blonde a dit qu'elle n'avait rien à faire ici, donc elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. N'entendant pas de réponse, il regarda en arrière. Solu s'approchait juste. Elle s'est excusée de marcher lentement car elle s'essoufflait rapidement. Soldam sourit et dit qu'elle n'avait rien à s'excuser et lui suggéra de prendre un peu de repos. La fille a répondu qu'elle allait bien, mais l'homme l'invita à s'asseoir à la table. La brune a refusé et a dit qu'elle n'était pas venue ici pour se détendre. Mais tout en restant assise sur la chaise, elle répondit qu'il était également impoli de rejeter sa gentillesse. Solu était un peu malhonnête. Elle était toujours assise à la maison, donc ses jambes tombaient après avoir marché aujourd'hui. Soldam dit qu'il allait maintenant apporter une tasse de thé et lui suggéra de s'asseoir un peu et de se reposer. La fille était nerveuse et a répondu qu'elle n'avait pas besoin de thé, qu'elle voulait juste s'asseoir. Elle ne voulait pas être dérangée. L'homme fit semblant de ne pas entendre ce qu'elle disait et lui demanda ce qu'il devait apporter d'autre pour le thé. Il a supposé qu'elle n'avait même pas pu manger correctement aujourd'hui. Solu couvrit son visage avec ses mains par embarras et s'excusa. Soldam a dit qu'il devrait s'excuser de ne pas pouvoir nourrir sa subordonnée et lui a demandé d'attendre un peu. À cette époque, à Bekyegon, Tahran feuilletait des livres. Cette pensée l'empêchait de se concentrer, alors il claqua la publication. Il essaya de se rassurer en se disant que Fago s'inquiétait en vain pour Soldam. Et pourtant, peut-être n'est-il pas si intelligent. Il commençait à faire sombre dehors, mais le garde du corps et la fille n'étaient pas encore revenus. Après tout, ils sont juste sortis aujourd'hui pour regarder autour, alors pourquoi mettent-ils autant de temps? Solu marchait avec l'homme blond entre les arbres sous un ciel parsemé d'étoiles. Elle a remercié M. Bania pour aujourd'hui. Grâce à lui, elle a pu regarder autour de la cour. L'homme a souri et a dit que vous étiez le bienvenu. Après tout, il ne pouvait même pas s'occuper correctement de sa nourriture. La fille a remarqué que les gâteaux de riz qu'il lui donnait avec son thé étaient très savoureux et sucrés. C'était la première fois de sa vie qu'elle goûtait quelque chose d'aussi délicieux. Soldam répondit que c'était simplement un apéritif, quoique sucré, grâce à la poudre de réglisse saupoudrée dessus. Il remarqua qu'elle les mangeait avec un tel appétit. Alors il en ramassa d'autres pour qu'elle les emporte avec elle, en montrant le paquet dans ses mains. Il lui a suggéré de les prendre et de les manger quand elle aurait faim. Solu frappa dans ses mains en signe d'admiration. Elle n'arrêtait pas de se demander ce qu'était ce petit paquet. Avec un sourire sur son visage, elle remarqua à quel point il était attentionné d'avoir même pensé à cela. Le blond essaya de continuer à marcher, mais la fille l'arrêta et lui dit que ça ne marcherait pas comme ça. Elle a essayé de prendre le paquet, car il était pour elle, ce qui signifiait qu'elle devait aussi le porter. Soldam sourit et demanda pourquoi un homme confierait soudainement un travail difficile à une femme. Il le portera et elle devra marcher plus prudemment. La brune ouvrit les yeux avec surprise. C'était la première fois qu'on l'appelait une femme, car elle avait toujours été la pauvre Solu. Et M. Tehran l'appelait toujours « fille », se souvient la fille avec colère. En regardant le paquet de tartes se balancer dans les mains de la blonde, la fille se souvint qu'elle n'avait encore rien mangé ce matin, et que c'était pour ça que c'était si dur. Après tout, la nourriture c'est la vie. Elle marmonna que les tartes pourraient être mangées le matin. Au loin, Solu vit une ombre. Elle a essayé de regarder attentivement pour voir qui c'était, mais il faisait sombre et le visage n'était pas visible. Mais alors la lune apparut derrière les nuages et illumina l'étranger. Solu haleta de surprise lorsqu'il s'avéra qu'il s'agissait de M. Terrano. Soldam l'a vu aussi. Il salua l'homme qui s'approchait et remarqua qu'il était allé loin. Le roi fut également surpris de voir son ami et lui demanda ce qu'il faisait là. Le blond répondit qu'il y avait des raisons à cela. Fago le lui a demandé sincèrement, alors il est allé dire au revoir à la fille. En réponse, il a demandé pourquoi son ami était venu si loin. Était-il vraiment si inquiet pour cela qu'il y est allé lui-même? Tehran répondit qu'il n'était pas encore devenu fou. Il est simplement sorti se promener et les a rencontrés par hasard. Après un long regard mutuel, le roi de Bekyegon remercia Soldam et dit qu'il s'occuperait de l'affaire lui-même, et suggéra qu'il revienne. Bondin sourit doucement, et se penchant vers l'oreille de Tehran, répondit qu'il était allé si loin et que sa gorge était sèche. Peut-être que le monsieur lui offrira du thé. Sa Majesté répondit qu'il n'avait pas de thé pour lui.
Soldam ne recula pas. Il a dit qu'il boirait n'importe quoi, même s'il restait encore une conversation à avoir. Solu observait les hommes avec intérêt. Terran a dit à son ami de le suivre. Il la remercia avec un sourire. Lorsque les serviteurs du palais apportèrent du thé, le roi Bekeguk suggéra qu'ils se mettent immédiatement au travail. Il m'a clairement dit de ne pas déranger la fille. Soldam a précisé si par fille il entendait Sola. Terran a confirmé. Le roi de Cheoneguk essaya de dire quelque chose, mais il l'interrompit, lui demandant s'il ne savait vraiment pas. Il devrait pouvoir tout deviner. Soldam a fait l'idiot et a dit que bien sûr il ne savait pas. C'est pourquoi il demandait. Terran se gratta le menton avec irritation et remarqua que son amie avait un mauvais caractère. Parce qu'elle veut absolument qu'il le dise à voix haute. Oui, cette fille lui donnera son cœur. Soldam, croisant les bras sous son menton, remarqua qu'il pensait avoir fait une erreur. Car avec de telles intentions, son ami la traite mal. Il a demandé si Taeran savait qu'il ne pouvait prendre que le cœur de la femme qu'il aimait. Le roi Bekeguk répondit qu'il savait tout et lui demanda pourquoi il la traitait mal. Soldam leva les mains et demanda à rendre son visage plus simple. Et puis il a demandé comment, sachant cela, il ne lui avait même pas donné de petit déjeuner. La fille avait faim toute la journée. C'était donc dommage de la voir engloutir les tartes. Terran y réfléchit. Le roi de Cheoneguk demanda si ses attaques s'étaient arrêtées depuis que la femme était apparue si soudainement. Sa Majesté répondit qu'il ne savait pas pourquoi, mais il ne réagit en aucune façon. Soldam était ravi et le félicita. Il a suggéré de faire teinter leur tasse pour porter un toast. Terran n'aimait pas cette idée. Le roi de Cheoneguk a noté qu'il était toujours désolé parce qu'il avait commencé à s'intéresser à Solu. Sa Majesté fronça les sourcils et demanda si elle était son type. Soldam lui a demandé quand il s'était jamais soucié de ses goûts en matière de femme. Solu a un charme qui lui est propre. Elle semble mince, mais ses joues semblent si douces. Ses yeux sont clairs et intelligents. Elle ne s'ouvre pas lorsque les gens essaient de la découvrir discrètement. Mais elle réconforte les autres même sans les connaître. Et elle est si pure, sans fioritures, quelque chose que l'on voit rarement chez les concubines. Terran a suggéré de parler franchement. Il a souligné qu'il n'était pas juste de voler la petite amie d'un ami. Soldam sourit. Le roi Bekeguk a déclaré qu'il n'y avait rien à faire à ce moment-là et lui a suggéré d'essayer de le faire à sa manière. Soldam n'a pas compris. Alors Terran dit que s'il voulait l'emmener, alors qu'il essaie. Le blond ouvrit les yeux avec surprise. Et le roi ajouta qu'il savait ce qu'il avait en tête. Il veut être à nouveau rusé pour voir sa réaction. Soldam rit bruyamment puis rit, notant que son ami ne pouvait pas être dupe. Se grattant l'arrière de la tête avec culpabilité, il dit qu'il venait de lancer sa ligne, qu'il voulait faire une blague, mais que cela était revenu le hanter. Plus tard, je lui ai demandé quand il avait compris. Le roi de Cheoneguk a ajouté qu'il n'était pas assez éhonté pour voler la petite amie d'un ami. Terran sourit, demandant s'il avait une conscience. Soldam répondit qu'il était le genre de personne qui ne pouvait pas facilement abandonner Solu, mais peut-être qu'il pourrait l'aider à gagner son cœur. Le roi Bekeguk a demandé s'il pouvait vraiment aider. Le blond confirma avec un sourire, car son ami ne comprenait pas les femmes. Une expérience de communication avec eux est nécessaire. Terran rigola et dit que c'était drôle. Il a demandé s'il ne savait pas qui il était. Son ami pense-t-il vraiment qu'il ne peut pas charmer une fille ordinaire? Bien qu'il n'ait eu aucun lien avec les femmes en raison de sa particularité, tout le monde est néanmoins tombé amoureux de lui à cause de son apparence. La brune n'est pas aveugle non plus. Soldam remarqua que Solu ne semblait pas s'intéresser à lui. Elle n'est pas comme toutes les filles qu'il a vues. Elle n'est pas de celles qui aiment le look. Terrano posa sa tête avec lassitude sur ses mains. Il a demandé quoi alors? Peut-être danser devant elle. Soldam rit et demanda à être épargné par ce spectacle. Il a suggéré qu'ils passent du temps ensemble. Par exemple, visiter Hagguk à Cheon. Cheon est le serpent de mer de Sa Majesté. Un beau paysage vu à volume d'oiseaux créera l'atmosphère idéale. Prenant une gorgée de thé, Terran refusa fermement. Il a remarqué que c'était même drôle, et il m'a demandé de lui suggérer quelque chose de valable, et non pas cette absurdité de chevaucher un serpent. Soldam se leva de sa chaise avec indignation et demanda ce qu'il devait faire d'un tel amateur. Parce qu'apparemment, il n'a pas vraiment envie de vivre. Il ferma les yeux avec fatigue et demanda à son ami de reprendre ses esprits s'il ne voulait pas mourir. Ce n'est pas le moment de se montrer arrogant. Terran a demandé pourquoi elle était montée. Le blond frappa la table de sa paume, le traitant d'idiot. Pour les femmes, les actions qui sont justes pour elles sont très importantes. Puis, s'asseyant sur sa chaise, il lui dit de ne pas poser de questions, mais de faire simplement ce qu'il disait. À moins, bien sûr, qu'il ne veuille mourir. Prenant un morceau de papier,
Le roi de Cheonhaeguk le tendit à Taeran. En dépliant le papier, il vit une liste et demanda ce que c'était. Soldam a répondu qu'il s'agissait d'une liste de magasins de vêtements, où il achetait souvent des cadeaux pour ses concubines. Taeran a demandé pourquoi il en avait besoin. Ce à quoi la blonde répondit « Lève-toi tôt demain et achète de belles tenues pour Solu. Peu importe que tous ses vêtements soient minables. » Le roi Bekeguk se gratta la tête avec confusion, qualifiant son ami d'ennuyeux. Puis il lui a demandé si cela suffirait à la faire l'aimer. Soldam a répondu que c'était la base. « Nous devons d'abord faire au moins cela, et ensuite nous pourrons en parler. L'essentiel est de faire plaisir à Sola le plus souvent possible. » Taeran doit se rappeler que l'humeur de la fille est plus importante que la sienne. Il a dit qu'il avait compris et a fait un signe de la main, disant à son ami de partir. Le lendemain matin, Solu déballa avec empressement le paquet de tartes que M. Banyu avait gentiment emballé pour elle la veille. En ouvrant la boîte et en sortant la tarte, elle attendait avec impatience de l'essayer. Soudain, un poisson apparut devant ses yeux, effrayant la jeune fille. Elle bavait sur sa tarte. Solu a remarqué qu'elle en savait beaucoup sur les choses savoureuses. Puis elle commença à casser la pâte, car elle était trop grosse pour le poisson. Mais ensuite, on frappa à la porte et ils demandèrent la permission d'entrer. En ouvrant la porte, la brune vit une table portable devant elle, remplie de plats divers. Le serviteur entra dans la pièce avec de la nourriture. La fille était extrêmement surprise. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Fago, qui entra après le serviteur, dit que le seigneur Taeran avait ordonné qu'elle soit sûre de manger. Puis le gars a ajouté qu'aujourd'hui elle n'irait pas dans la cour, mais serait avec le maître. La jeune fille a essayé de clarifier les choses, mais le garde du corps a répondu que Sa Majesté lui donnerait lui-même les détails. Plusieurs autres serviteurs le suivirent avec des boîtes. Le gars a expliqué que ces boîtes rouges contenaient des cadeaux pour elle de la part de M. Taeran. Laissez-la regarder, mettre ce qu'elle aime et sortir. La jeune fille, toujours perplexe, hocha la tête en signe d'accord. Fago ferma la porte et marcha dans le couloir. Mais se souvenant de quelque chose, il revint. En regardant dans la pièce, il ajouta qu'elle devrait calmement laisser la nourriture s'il s'avérait qu'il y en avait soudainement trop. Il n'est pas nécessaire de vous forcer à le faire. Solu venait juste de commencer à manger. Et se tournant vers son garde du corps, elle dit qu'elle avait tout simplement très faim. Après avoir quitté sa chambre, Fago réalisa qu'il s'était inquiété en vain. Elle n'a pas mangé correctement depuis son arrivée à Bekeguk. Elle doit donc avoir incroyablement faim. Solu a mangé jusqu'à la dernière miette. Elle était ravie de manger du riz pour la première fois depuis longtemps. En tapotant son ventre plein, elle se sentit enfin vivante. La fille pensait à Taeran. Bien qu'il soit dur, il semble gentil. Car il prend tellement soin de moi, il m'a nourri et m'a apporté des vêtements. Il n'est certainement pas mauvais. Reprenant ses esprits, elle se rappela qu'elle devait encore se changer et sortir. Il n'y a donc pas de temps pour de longues réflexions. La brune commença à déballer les cartons. Après avoir sorti tous les vêtements, elle a attrapé sa tête et s'est demandé pourquoi toutes les jupes étaient si courtes. En me rappelant que toutes les filles dans la cour portèrent la même chose, je me suis un peu calmée. Je suppose que les sirènes portent toujours des modèles courts comme celui-ci. Après avoir examiné à nouveau tous les vêtements, Solu a opté pour une robe plus longue que les autres. Fago attendait la fille devant la porte lorsqu'il entendit le bruit de pas. M. Taeran s'approchait de lui. Le garde du corps lui a demandé pourquoi il était venu ici. Le monsieur a répondu qu'il attendait depuis longtemps. Alors il a décidé de demander s'ils allaient venir. Le gars a répondu que choisir une tenue prend du temps, mais qu'elle devrait sortir bientôt. Puis la porte grinça en s'ouvrant et les hommes regardèrent tous autour d'eux avec attention. Solu est sorti de la pièce avec une nouvelle tenue et les cheveux tirés en arrière. La robe mettait magnifiquement en valeur sa silhouette, révélant ses jambes fines. La longue traîne dans le dos ajoutait une touche de sophistication au look. La fille a salué le monsieur. Il déglutit nerveusement à la vue de la fille, tandis qu'il ressentait une étrange excitation dans sa poitrine. Solu se tourna vers le maître. Elle ne savait pas si elle avait le droit de parler du cadeau comme ça, mais elle se demandait s'il y avait d'autres vêtements. La fille a essayé de baisser sa jupe parce que ses jambes étaient trop exposées. Et les chaussures étaient très inconfortables à cause du talon étrange. Le roi la regarda avec surprise, jurant mentalement. Il semblait qu'il n'avait pas pensé au fait que les vêtements sur le continent et à Haeguk étaient probablement très différents. Fago fit joyeusement remarquer que le monsieur était probablement pressé à cause de ses affaires. Solu lui a demandé si elle allait ailleurs aujourd'hui au lieu de la cour. Le garde du corps a confirmé et a ajouté que dès qu'ils auraient terminé, le monsieur lui donnerait immédiatement des vêtements plus confortables. Sa Majesté lui demanda avec indignation pourquoi il mentait si mal.
Après tout, cela ne lui est même jamais venu à l'esprit. Fago a demandé de ne pas intervenir. Terran se retourna avec l'intention de partir. Il a dit qu'ils étaient déjà très en retard, donc il devait se dépêcher. Solu le suivit d'un pas chancelant. Fago, en les regardant, se demanda si le monsieur pourrait s'en sortir seul. La jeune fille a rejoint le roi et lui a demandé où ils allaient aujourd'hui. Sa Majesté, sans se retourner, répondit que rien de tel. Explorons ensemble les environs de Haeguk. Ce sera une promenade facile avec Sheon. La brune se gratta l'arrière de la tête avec perplexité. La fille a réalisé qui était Cheon lorsqu'ils se sont approchés du serpent de mer. Elle se souvient de son volume précédent avec Fago, lorsqu'elle était blessée et lorsqu'elle était tombée. Solu déglutit nerveusement, car elle n'avait que de mauvais souvenirs associés à cet animal. Terran caressa l'animal, puis mit son pied dans l'étrier et sauta habilement en selle. De là, il regarda la fille d'un air interrogateur et lui demanda pourquoi elle ne faisait que regarder et ne montait pas. La brune a répondu que Cheon était trop grand pour elle. Elle a essayé de grimper dessus, mais en vain. Un garde du corps apparut au loin et, voyant les tentatives vaines de Solu pour monter en selle, il réalisa que ses inquiétudes n'étaient pas vaines. Il se tourna vers M. Terran et lui demanda de venir une seconde. S'approchant du garde du corps, le roi demanda ce qui se passait. Le gars lui a expliqué que Solu était trop petite pour le cerf-volant. Elle avait donc besoin d'aide pour grimper. À cela, Sa Majesté répondit que Dame Yoncho était libre de monter et de monter. Fago a remarqué qu'elle était un cas particulier. Puis il murmura que les filles étaient touchées par de si petites choses. Il faut donc être prudent avec Sol. Sa Majesté soupira lourdement et fit remarquer que c'était gênant. Il a ensuite demandé, dubitatif, si le gars lui-même avait de l'expérience en matière de communication avec les filles. Fago répondit qu'il ne devrait pas s'en inquiéter. Il a étudié la littérature hier et comprend désormais parfaitement les femmes. Terran est retourné vers la fille et lui a demandé de se rapprocher. Elle a demandé ce qui s'était passé. Sa Majesté la souleva rapidement et la fit asseoir en selle. Puis il monta lui-même à bord. Solu a été surpris par ses actions. Elle se demandait pourquoi il avait soudainement fait ça. Elle avait peur quand il l'a soudainement soulevée. S'installant en selle, Terran dit « Allons-y ». L'animal s'est immédiatement relevé et a volé à toute vitesse. Solu ferma les yeux de peur. Ils ont conduit encore plus vite que la dernière fois. Le roi lui demanda pourquoi elle avait fermé les yeux. Elle doit bien regarder autour d'elle. La fille accepta et ouvrit légèrement les yeux. Elle vit des nuages flotter à la vitesse de l'éclair sous ses pieds. C'est pourquoi elle a dit qu'elle avait peur et a demandé à conduire un peu plus lentement. Sa Majesté a demandé pourquoi. La brune répondit qu'elle ne pouvait regarder nulle part alors qu'il se déplaçait si vite. Terran retint un peu Cheon et lui demanda si cela ferait l'affaire. Solu a pu ouvrir complètement les yeux et regarder autour d'elle. Elle était ravie par le paysage de montagne partiellement caché par les nuages. La jeune fille a vu un tel paysage pour la première fois de sa vie. Le roi remarqua qu'il était le seul à le lui montrer. Solu a demandé comment s'appelaient les arbres brillants qu'elle avait vus la dernière fois. Il répondit qu'ils s'appelaient Chakvan. Tout Haeguk en est recouvert. Ils brillent d'eux-mêmes. Ils brillent donc intensément même la nuit. La brune a exprimé sa compréhension quant à la raison pour laquelle il ne faisait pas si sombre et si beau la nuit. Terran pensait que cette fille n'était pas constante. Il y a 1 minute à peine, elle criait de peur. Et maintenant elle est ravie. Et elle s'est plainte de ses vêtements, qu'ils étaient courts. Mais elle les porte normalement. Il ne remarque même pas que ses jambes sont si nues. Et il regarde ses cuisses par-dessus la selle. Soudain, il ressentit à nouveau une oppression dans sa poitrine, comme lorsqu'il la voyait dans sa nouvelle tenue. En plus, j'avais chaud. Il tourna vigoureusement la tête d'un côté à l'autre, se demandant s'il se sentait mieux. Alors Solu dit qu'elle savait tout. Bien qu'il soit impoli à l'extérieur, il est en fait gentil. Le roi ne comprenait pas de quoi elle parlait. Se tournant vers lui avec un sourire sur son visage, elle expliqua qu'il avait nourri et habillé l'étrangère et qu'il prenait si bien soin d'elle. Certes, il ne juge pas par les mots, mais par les actes. Sa Majesté resta stupéfaite une seconde, puis tira soudain sur les rênes et l'animal sursauta et se précipita en arrière à toute vitesse. Solu serra plus fort la selle avec horreur et demanda pourquoi il courait à nouveau. Le roi se mit à transpirer à froid et décida qu'à ce rythme-là, il allait bientôt s'évanouir. Il a commencé à réfléchir sérieusement à ce qu'il devait faire. Soudain, la fille, criant qu'elle avait peur, se retourna et serra Terran dans ses bras. Elle se serra fort contre lui et lui demanda de voler plus lentement. C'était tellement inattendu que Terran a tiré sur les rênes. Le volume a ralenti. Toujours accroché à son maître, Solu ouvrit un œil et remarqua qu'ils volèrent plus lentement. S'éloignant un peu de l'homme, la fille soupira lourdement et essuya la sueur de son front.
Mais elle se tourna vers Sa Majesté et lui demanda comment il avait pu s'éloigner si soudainement. Le roi était dans un état de stupeur. La fille lui a demandé comment il se sentait et a vérifié la température de son front. Elle a remarqué qu'il était rouge. L'homme lui retira brusquement la main et lui demanda grossièrement comment elle osait toucher le visage de quelqu'un d'autre sans ménagement. La brune se détourna et s'excusa. Elle a décidé qu'il était très en colère. Bientôt le roi retourna au palais. Le garde du corps a surpris Terran en train de dételer le cerf-volant. Il fut surpris, car le monsieur avait dit qu'il ne reviendrait que dans la soirée. Et maintenant, c'était encore le milieu de la journée. Alors il demanda pourquoi il était rentré tôt. Le roi le regarda étrangement, mais ne dit rien. Fago a demandé ce qui s'était passé. Sa Majesté répondit que rien ne s'était passé. Il emmena la fille dans la cour et revint. Le gars pensait que si rien ne s'était passé, il n'aurait pas été aussi excité. Terran se dirigea vers l'étal et déposa rapidement le harnais. Il se tendit, essayant de se ressaisir. C'était la première fois que Sa Majesté subissait une telle attaque. Je n'ai jamais eu de tels symptômes auparavant. Son cœur battait si fort qu'il se sentait malade. Le roi supposa que la conversion aux ténèbres avait déjà commencé. Souriant amèrement, il réalisa que l'heure de sa mort était en effet proche. À ce moment-là, dans le bureau principal des fermes, Soldam donnait des instructions. Il a demandé à la femme de chambre de s'occuper de tout ce qui pourrait causer des désagréments aux invités. En regardant au loin, il aperçut une sorte de silhouette qui se balançait. En regardant de plus près, Sa Majesté reconnut Sola. La fille se balançait violemment d'un côté à l'autre. Tout était flou devant ses yeux. La brune tomba à genoux et vomit directement sur le trottoir. La blonde courut vers la fille et lui demanda si elle allait bien. Tout son corps tremblait. Solu leva les yeux vers lui avec un visage étrangement coloré et le reconnut à peine. Mais elle a répondu que tout allait bien. Elle a ensuite ajouté qu'elle avait simplement le mal de mer. L'homme a demandé qui pouvait lui apporter de l'eau. La fille a refusé. Solu lui prit la tête et dit que si elle avait su, elle n'aurait pas pris un petit déjeuner aussi copieux. Soldam a demandé ce qui s'était passé. Après tout, elle était censée examiner Aeguk avec Taherano. La brune baissa les yeux tristement et répondit qu'au début, elle était ravie quand il lui parlait de la promenade du matin. Mais alors qu'ils étaient à cheval sur Sheon, le monsieur tomba soudainement malade. Alors il l'a déposé ici et s'est envolé. Soldam pensait que ce Terran avait encore fait les choses à sa manière. Il lui a tellement appris. Solu sourit et regretta de ne pas pouvoir tout voir. Mais elle avait encore beaucoup à apprendre ici. Et elle se sent plus calme avec M. Bagnou. La blonde répondit que puisqu'elle n'allait pas dire bonjour, il n'y avait pas besoin de faire trop d'efforts. La brune se leva et commença à presser le monsieur. Un vrai Bagnou passait à proximité. En entendant son nom, il s'arrêta et regarda de plus près. À ce moment-là, la fille a demandé à Soldam ce qu'elle pouvait faire. L'homme réfléchit quelques secondes, puis dit qu'il y avait juste une chose importante pour elle. Solu rayonnait d'impatience. Le monsieur a dit qu'elle devait étudier les préférences des invités. La fille était surprise. Soldam lui a demandé de regarder en arrière. Une femme importante vêtue de longues robes et aux cheveux violets passa. Il a dit qu'il s'agissait d'un invité du pays voisin de Yanguk. La mâchoire de Solu tomba devant l'élégance de la femme. Le roi expliqua que cette invitée était très riche. Elle se déplace toujours avec une foule de personnes qui l'accompagnent. Elle est donc très importante pour la cour. Solu a précisé qu'elle devait connaître les goûts de ses invités. L'homme a confirmé. Il a dit que la cour se trouve uniquement à Aeguk. Mais en raison des rumeurs de sa prospérité, il est possible que des fermes commencent également à ouvrir dans d'autres pays. La jeune fille a suggéré qu'il pourrait alors attirer tous les clients. Soldam était d'accord avec elle et a déclaré que c'est pourquoi elle devait assumer un rôle très important. Le blond sourit. Il connaissait les goûts des invités et tout depuis longtemps et il n'y avait pas besoin de s'en occuper. Il a montré les fenêtres du dernier étage et a dit que son lieu de travail serait là. De là, tout est visible en un coup d'œil. Ce qui est idéal pour étudier les invités. Soldam lui a suggéré de monter là-haut. En montant dans la pièce, Solu vit que toute la cour était effectivement visible. Elle a dit que la pièce était simple et soignée, et a demandé qui y avait vécu auparavant. Le roi répondit que c'était la chambre du seigneur Terrano. La fille était très surprise. La blonde lui a dit de ne pas s'inquiéter. Cette salle est actuellement utilisée par M. Soldam, donc personne ne devrait venir. La jeune fille s'est excusée et lui a demandé de ne pas penser qu'elle était mal à l'aise avec M. Terrano. Elle a ensuite demandé s'il y avait quelque chose dont elle devait tenir compte lorsqu'elle travaillait. Sa Majesté a dit qu'il ne fallait pas parler soudainement aux invités, parce que pour eux, les étrangers représentent un danger et ils réagissent brusquement. Il est donc important d'en apprendre davantage sur eux en les observant.
La fille a compris pourquoi il parlait d'étudier les invités. L'homme lui a souhaité bonne chance dans son travail et lui a dit que pour l'instant il irait faire ses propres affaires. Lorsque la porte se referma derrière lui, Solu retourna à la fenêtre. Elle décida que puisqu'on lui avait confié une telle tâche, elle ne la laisserait pas tomber. Elle étudiera chacun d'entre eux. Après une demi-heure d'observation, son inspiration disparut. Il n'y avait pratiquement personne là-bas, pas d'invité, pas même un poisson. Elle s'est endormie d'ennui. Soudain, la porte s'ouvrit et un homme inconnu vêtu de noir, portant un large chapeau avec un voile et un bandeau sur un œil, entra dans la pièce. Solu fut surpris par l'étranger, car M. Bagnou avait dit que personne ne viendrait. Elle devina alors que ce devait être M. Soldam. La jeune fille s'approcha de lui et le salua en l'appelant M. Soldam. Elle a donné son nom et a dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle travaillerait dans la cour. L'homme la regarda étrangement et ne dit rien. En passant à côté d'elle, il s'assit à la table. Le vrai Soldam entra dans la pièce à ce moment-là et vit un homme assis à la table, avec Sola à côté de lui offrant une tasse de thé. Elle l'a appelé M. Soldam et lui a demandé de dire quelque chose. En s'approchant, le blond reconnut l'homme comme étant Banya. Remarquant un mouvement sur le côté, Solu regarda en arrière et vit le roi. Elle l'appelait M. Ban. À ce moment-là, le véritable propriétaire du nom tourna la tête et les regarda sous son chapeau. La jeune fille essaya d'expliquer que M. Soldam était arrivé. Mais le roi ne l'écouta pas et fit rapidement le tour et s'approcha de l'homme en noir. Avec un doux sourire, il lui prit la main et lui demanda de sortir un instant. Tirant l'étranger par la main vers la sortie, il dit à Saül qu'il serait rapide. La fille dit au revoir à M. Soldam. La porte claqua rapidement derrière eux, laissant la fille confuse. Touchant l'arrière de sa tête avec confusion, elle pensa qu'elle avait fait quelque chose de mal. Tout en tirant Banya par la main, Sa Majesté lui demanda pourquoi il était apparu de nulle part, comme un diable dans une boîte. Il s'est ensuite excusé et a dit qu'il avait peu de temps maintenant et a demandé à revenir une autre fois. Et en général, il vaut mieux prévenir à l'avance de la visite. Bagnou retira sa main et s'arrêta. Il a déclaré que Soldam lui devait une explication sur la raison pour laquelle cette fille l'appelait par un faux nom. Sa Majesté rit et dit qu'elle avait dû les confondre, car ils se ressemblaient beaucoup. Bagnou le regarda avec son œil unique et lui demanda où ils se ressemblaient. Soldam n'a pas perdu son sang-froid et a répondu qu'ils étaient tous les deux beaux. L'homme rit doucement, puis frappa le roi dans la poitrine avec son doigt et lui dit de ne pas être rusé et de tout lui expliquer correctement plus tard. Il a également averti que si Sa Majesté faisait soudainement quelque chose de mal, il ne le laisserait pas passer. Soldam commença à se rendre compte que les choses étaient devenues plus compliquées. Avec une gaieté feinte, il demanda pour qui il le prenait. Le blond est revenu dans la pièce. Solu, qui se tenait sur le balcon, regarda en arrière lorsqu'elle l'entendit revenir. Elle a demandé si c'était M. Soldam. Le roi baissa les yeux et soupira lourdement. Il a compris qu'il devait tout mettre au grand jour. C'est pourquoi j'ai commencé à dire que je devais lui avouer, mais la fille l'interrompit. Avec une expression pensive sur son visage, elle remarqua que M. Soldam avait l'air un peu trop froid pour un homme bien. Elle ne voyait pas non plus de signes de paresse ou d'amour particulier pour les femmes. Elle pensait qu'il n'était pas si terrible. Elle s'est ensuite excusée de l'avoir interrompu. Le roi rit et dit que ce n'était pas M. Soldam mais son ami. Il décida de ne pas se précipiter pour avouer pour le moment. Il y aurait encore une chance. La fille était contente d'avoir eu tort. La blonde remarqua qu'elle semblait faire du bon travail. Solu se souvint de ses devoirs. Elle a dit, bouleversée, qu'elle n'avait pas vu un seul visiteur pendant tout ce temps. J'ai donc supposé que tous les clients avaient peut-être déjà été attirés. Soldam, essayant de retenir son rire, demanda à la fille de ne pas s'inquiéter. Il a expliqué qu'il s'agissait du bureau principal, où seuls les invités fortunés venaient. Il y avait donc peu de visiteurs. Solu était ravie car elle avait décidé que tout le monde avait en effet déjà été attiré. L'homme lui a répété de ne pas s'inquiéter, mais simplement de travailler dur. La fille au travail n'a pas remarqué que le soir était venu. Le roi lui demanda si elle était à la hauteur de la tâche. Solu a confirmé. Elle s'intéressait à l'étude des invités, et mémoriser à l'aide de dessins apporte des résultats. Ainsi, tout en discutant des petites choses qui s'étaient passées pendant la journée, ils se promenaient sur les trottoirs de la cour. En s'approchant de la porte, la jeune fille les remercia de l'avoir accompagnée et dit qu'elle y arriverait toute seule. L'homme a dit qu'il l'accompagnerait au palais. Sinon, elle risquait de s'évanouir. La fille répondit avec confiance que tout irait bien, car il n'y avait même pas de tigres ici. Soldam fut surpris lorsqu'il entendit parler des tigres. Puis il remarqua du sang sur ses talons. Solu leva sa jambe et dit que c'était parce qu'elle avait porté des chaussures neuves toute la journée.
Le blond commença à insister sur le fait qu'il l'emmènerait là-bas après tout. La fille répondit qu'il ne devait pas s'inquiéter. Elle le frotta juste un peu. En disant « Comme elle est têtue », l'homme s'agenouilla et prenant son pied, il lui retira sa chaussure. Puis il a enveloppé la blessure sur sa jambe avec un mouchoir. Et il dit de le traiter dès qu'il arriverait au palais, et lui souhaita un bon voyage. Solu le remercia. Elle fut très surprise lorsqu'il tomba soudainement à genoux. Elle décida de rentrer rapidement chez elle, car elle ne pouvait pas déranger une si bonne personne. Sur le chemin du palais, la brune entendit un bruit rapide au-dessus d'elle. Ouvrant la porte, elle leva les yeux pour voir ce que c'était. Mais ne remarquant rien, la fille entra et se figea à l'entrée. Il y avait des arbres chagvan brillants tout autour. Elle sautait joyeusement d'un arbre à l'autre. Puis Solu vit des fleurs scintillantes en contrebas. Elle s'est assise à côté de l'un d'eux. La fille a décidé que c'étaient les fleurs brillantes de chagvan. Elle toucha soigneusement la fleur. Entendant un bruissement derrière elle, la brune regarda en arrière et vit la silhouette d'un homme. Lorsqu'il s'approcha de la lumière, elle reconnut M. Terran. Solu lui a demandé ce qu'il faisait ici. Il a dit qu'elle devait revenir directement après le travail. Et lui a également demandé ce qu'elle faisait là le soir. Solu sourit et répondit qu'elle regardait les fleurs et les arbres chawan dont il lui avait parlé ce matin-là. Puis j'ai remarqué qu'il semblait aller mieux. Le monsieur fronça les sourcils et, se retournant rarement, dit d'aller vite car il était déjà tard. Il pensait que ce qui s'était passé le matin aurait dû s'améliorer. Lorsqu'il s'est calmé, les symptômes physiques ont également disparu. Mais dès que Taïran se souvenait de cette scène, il se sentait à nouveau chaud et il semblait devenir fou. Puis il entendit un bruit étrange et sourd. En regardant en arrière, le roi vit que Solu s'était évanoui. La seule question qui l'intéressait était pourquoi maintenant. Il la prit dans ses bras et la porta dans le palais. La fille commença à reprendre ses esprits petit à petit. Elle se sentait à l'aise, comme dans les bras de son père, qui la serrait dans ses bras lorsqu'elle était enfant. Le roi ouvrit les portes et Soldam l'attendait dans la pièce, feuilletant un livre. Voyant Terran entrer, il sourit. Le roi Bekeguk remarqua que l'invité était toujours là. Le blond claqua le livre et répondit qu'il n'avait pas encore parlé. Terran fronça les sourcils et demanda s'il le harcelerait à nouveau. Son ami est arrivé si vite, comme s'il avait une affaire urgente. Il semble que cela ne lui ait pas suffi de simplement l'accompagner. Soldam, ignorant sa question, demanda comment allait Solu. Terran lui demanda avec colère s'il l'écoutait vraiment. Mais il répondit quand même qu'elle avait perdu connaissance en chemin. Alors il la confia à Fago et vint. Le roi de Cheoneguk dit pensivement qu'il le savait. Le propriétaire du palais répondit que s'il avait fini de harceler, il devrait alors rapidement retourner dans la cour. Mais Soldam a déclaré qu'il n'avait pas encore terminé. Aujourd'hui, tout a encore échoué à cause des caprices de Taran. Alors demain, qu'il aille au moins avec elle faire une promenade en bateau. Le roi Bekeguk frissonna et fronça les sourcils. Il a demandé à son ami s'il pensait vraiment qu'il n'avait rien à faire. Le blond leva les yeux au ciel et dit qu'alors il pourrait bien mourir. Terran rigola et se détourna. Soldam demanda pourquoi Sa Majesté était offensée, puisqu'il avait dit les choses telles qu'elles étaient. Le roi resta silencieux pendant une minute, puis expliqua que lorsqu'il était avec elle, son corps se comportait étrangement. Le blond demanda ce qu'il voulait dire. Taïran a dit que ce n'était pas son caprice s'il l'avait renvoyé ce matin. Après avoir accidentellement jeté un coup d'œil à ses jambes nues, sa poitrine se serra et il sembla qu'elle était sur le point d'éclater. Se souvenant de ses sentiments, le monsieur baissa la tête avec découragement. Il ne pouvait même pas respirer correctement à ce moment-là. Taïran comprit que ce n'était pas bien. Mais à mesure qu'il les imaginait ensemble, cela devenait physiquement difficile pour lui. L'homme prit une profonde inspiration et demanda tristement si cela faisait également partie de la malédiction. Le roi de Cheoneguk croisa les bras et remarqua qu'il était tombé amoureux de Sola. Terran se retourna brusquement et demanda ce que cela signifiait. Soldam répondit que c'était peut-être encore mieux ainsi, puisqu'il n'avait pas oublié ce qui était arrivé à une fille dont le cœur avait été enlevé. Sa Majesté s'y est lancée, sachant qu'une fin tragique les attendait tous les deux. Il est donc préférable de remplir ce court moment passé ensemble uniquement avec des souvenirs heureux. Dans ce cas, le moins qu'il puisse faire pour Solu est d'être sincère. Il a ensuite demandé pourquoi il ne se concentrait pas sur ses sentiments. Terran a demandé de ne pas dire de bêtises. Il se connaît mieux que quiconque. Il n'a aucun sentiment pour cette fille. Se détournant à nouveau de son ami, il dit qu'il était lui-même un imbécile de lui avoir demandé. Soldam répondit calmement que de toute façon, il n'était pas honnête. Le lendemain matin, dans la cour, Solu a utilisé des dessins pour trier les invités. L'homme blond la trouva en train de faire cela lorsqu'il entra dans la pièce. En le voyant,
La fille a immédiatement bondi. En remarquant le nombre de croquis qu'elle avait réalisés, Soldam fut surprise de voir tout ce qu'elle avait déjà réussi à faire avant le déjeuner. La fille sourit et dit qu'elle ne savait pas si elle avait bien réussi, mais qu'elle avait fait de son mieux. Elle a ensuite ajouté que le matin, Monsieur Thérin lui avait dit de retourner au palais après le déjeuner, car il y avait des affaires à régler. Le blond fut surpris d'entendre cela. La jeune fille a dit que le monsieur lui avait soudainement proposé d'aller faire du bateau. En se dirigeant vers la sortie, l'homme sourit du fait que son ami lui obéissait toujours docilement. Le roi lui a demandé d'attendre ici un moment. La fille était surprise. Il a tiré sur le cordon et a dit que ce ne serait pas long, juste un petit peu. Des filles avec des boîtes sont entrées dans la pièce. Soldam a expliqué qu'elle devait s'habiller correctement car elle allait sortir pour s'amuser. Solu regarda avec admiration les filles qui entraient. Elles étaient très belles. Les dames l'entouraient, admirant à quel point elle était mignonne. Après l'avoir assise sur une chaise, ils ont commencé à examiner son visage et à vérifier ses cheveux. Soldam observa avec intérêt le processus de préparation de Solu. Il décida de découvrir ce qui se passait réellement dans l'esprit de Tahéran.